Cher auditeur du Prélude Football Podcast, si tu écoutes ça présentement en audio, sache que la version vidéo est disponible sur YouTube. Le lien pour accéder à cette vidéo-là est disponible dans la description de cet épisode ci-dessous. Si tu écoutes ça en vidéo, sache que tu pourrais faire tes activités quotidiennes en écoutant le podcast, puisque la version audio est disponible dans le lien qui se trouve ci-dessous. Si jamais vous avez questions, commentaires ou suggestions, on vous invite à nous les partager. Ça va nous aider à améliorer notre podcast, que ce soit sur des épisodes passés ou sur des épisodes futurs. Fait que cette semaine, discussion avec Maxime Chaput-Dupuis, le commentateur défensif des Cougars du Cégep Champlain-Lennoxville. De quoi qu'on a parlé? On a parlé des différences entre le football civil et le football scolaire, puisque lui, il a été dans les deux systèmes, entre guillemets. Il était joueur. Quand il était joueur, effectivement, exact. Bonne précision. Lui, il a commencé à coacher en Europe, il a commencé à coacher en France. Il a coaché 3 ans en France, donc on a parlé de ça. Ce qui est cool, c'est que lorsqu'on parlait avec Guillaume Rioux, lui, il a eu une perspective de joueur en France, mais lui, c'était vraiment un entraîneur. Donc, ça aussi, c'était cool. Sinon, de quoi d'autre on a parlé? C'est ça, on a parlé de ses débuts en France. Il a aussi joué en France. Ça, on ne le savait pas. Il nous l'a expliqué comment ça s'est passé. C'est relativement un jeune coach. Il nous a parlé de ses débuts, de sa transition vers les Cougars à Lennoxville la dernière saison. On avait déjà eu la chance de parler avec Jean-François Jonca, l'entraîneur-chef des Cougars, dans un de nos premiers épisodes. Mais là, on a eu sa perception de lui, d'un coordinateur défensif qui arrive, dans une saison qui n'a pas été facile, mais qui a bien fini. Un gars, je pense qu'on a retenu que c'est un gars qui fait attention aux détails, puis qu'il est intense, il est curieux, puis il ne laisse rien au hasard. C'était vraiment, vraiment intéressant pour le reste. On commence l'épisode comme ça. On commence comme ça. Good. C'est parti. Bon podcast. Bon podcast. On a pris l'habitude de demander comment ça va en confinement, mais là, le confinement où on est rendu est pas mal fini. Est-ce que tu as réussi de ton côté, Maxime, à reprendre un semblant de vie personnelle et aussi peut-être à recommencer à faire un peu plus de foot, à penser un peu plus à la saison qui arrive, on l'espère, à l'automne? Ben, moi, je travaille dans un gym aussi. Là, je suis entraîneur dans un gym à temps plein, off-season comme présentement. C'est sûr qu'avec l'arrêt de tout ça, pour l'instant, j'ai toujours pas pu retrouver mon travail. Je m'occupe autour de la maison. Là, je fais des petites réparations à droite et à gauche. Je fais mon backwash de piscine 3 fois par jour. Puis je m'assure que les choses sont sharp. Pour ce qui est du foot, on est quand même chanceux. Là, il y a beaucoup de cliniques en ligne qui se donnent présentement. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Matt Dumoulon du Vieux est en train de préparer des cliniques plus tard. Il y a beaucoup de ressources en ligne. Là, fait que je reste actif assez quand même dans l'univers du foot malgré tout. Là. Avant qu'on parle de tes débuts de coaching, en analysant ton parcours, en fait, on a remarqué que tu n'es pas un des rares, là, mais tu t'es promené beaucoup dans ta carrière de joueur entre le civil et le scolaire. Ouais. Puis on trouvait intéressant de te demander, d'un point de vue joueur, là, parce que tu l'as vécu en tant que joueur, c'est quoi les plus grosses différences que tu as remarquées entre le civil et le scolaire? Tu parles à un plus jeune âge ou plus quand je suis retourné jouer au junior là, à la fin de mon parcours universitaire? Ça peut être les deux, c'est ça, parce que, bon, on va remettre dans le contexte. Tu as joué au civil au niveau secondaire. Après ça, tu es arrivé cégep université scolaire, puis tu es retourné dans le civil après au niveau junior. Ouais. Ça peut être les deux, là, mais peut-être aussi quand tu étais au secondaire, tu étais peut-être trop jeune pour nécessairement remarquer ces différences-là, là, mais pour des coachs qui ont juste vécu le scolaire ou pour des coachs qui ont juste vécu le civil, ce serait quoi les plus grandes différences entre ces deux mondes-là, si on peut dire?
Ben, j'ai été quand même chanceux parce qu'au civil où je jouais à Saint-Hubert, dans le temps où j'étais là, il y avait quand même un bel encadrement. On avait une organisation solide avec beaucoup de joueurs différents. On avait 55 joueurs au midget. Là. On n'était pas un petit programme qui se battait pour sa survie comme malheureusement c'est le cas plus souvent maintenant. Là. Donc, j'étais quand même chanceux. J'ai eu la chance aussi de faire les 2 équipes du Québec, là, U17, U19 dans ces années-là. Fait que j'ai vraiment pu me comparer, mettons, à d'autres joueurs, là, comme tu dis, qui étaient issus du programme scolaire. Je pense dans le temps, il y a de ça 10 ans, la grosse différence que je voyais, c'est les jeunes qui arrivaient du scolaire ou qui étaient avec nous autres du scolaire étaient mieux, pas nécessairement mieux préparés physiquement. Je pense qu'il y a des super bons athlètes au civil qui sont capables de faire les choses par eux-mêmes. Par contre, au niveau tactique, les gars avaient quand même une longueur d'avance assez importante là, à cet âge-là déjà. Puis je te dirais que c'est pas mal la réalité pour la plupart des programmes, malheureusement. Dans le temps, il y a encore, vous faites une belle job avec votre camp, mais il y a encore il y a des camps donc, qui sont disponibles pour les joueurs civils quand même à aller chercher du coaching un petit peu plus haut niveau puis un petit peu plus récurrent. Là, c'est surtout ça, je pense, la grosse différence. C'est pas que le coaching n'est pas bon au civil, mais c'est qu'il est moins assidu, disons. Puis, de plus en plus, ces camps de foot-là, puis ces écoles, puis ces camps de perfectionnement permettent aux joueurs du civil aussi de peut-être être capables de s'améliorer un petit peu plus tactiquement. Puis si je parle de mon parcours junior, ben là, c'est une toute autre. Je parlais de nombre tantôt, puis de nombre d'athlètes. Quand j'étais jeune, moi, on était chanceux, j'étais dans un programme, il y avait beaucoup de monde. Puis c'est pareil quand je suis allé jouer junior après l'université. J'ai été dans une organisation qui était solide, qui avait beaucoup de joueurs, on était 50, 55 à chaque entraînement. Mais la réalité, c'est ça, c'est qu'il y a de moins en moins de joueurs qui jouent civil, surtout au junior. La plupart des kids jouent collégial ou universitaire. Fait que c'est une ligue qui, à cause du manque d'athlètes global, ben, est vraiment disparate. Tu as des gars, moi je revenais de l'université, il y avait d'autres gars qui jouaient avec moi qui venaient de l'université, qui avaient joué, qui avaient fait Team Canada. On avait 2 gars qui jouaient avec nous autres défensivement qui avaient fait Team Canada. Fait que, on avait des athlètes puis des joueurs de foot qui comprenaient la game à un très haut niveau. Puis on avait d'autres kids qui arrivaient à 17 ans, qui venaient finir de jouer à la dernière année midget. Le gap est énorme, énorme, énorme. Je pense que c'est vraiment là où il y a une grosse, grosse différence. C'est sûr que l'encadrement est différent. Au junior et au midget, tu n'as pas nécessairement le même budget, tu n'as pas le même nombre de coachs. L'encadrement est différent. Mais même juste au niveau des nombres, je pense que c'est là que le football civil a peut-être une longueur de retard là, présentement. Tu l'as dit, tu as fini ta carrière de joueur au niveau civil. Tu t'es expatrié directement en France pour aller coacher. Ouais. Là, on va avoir plein de questions par rapport à ce move-là, si on peut dire. Mais, tu sais, premièrement, comment tu as fait ton raisonnement? Comment ça s'est passé? Pourquoi ce move-là d'aller commencer une carrière de coach directement en France? Il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Puis, tu sais, le premier facteur, c'est quand j'étais à McGill, dans ma dernière année, j'avais déjà l'ambition de continuer à jouer par la suite, d'être capable d'aller jouer possiblement en Europe. Il faut comprendre, mon père est très impliqué dans le football, il l'a toujours été. Il y a certaines personnes qui vont écouter et qui vont savoir tout de suite c'est qui. Puis lui, ben, il avait une équipe junior à ce moment-là. Fait que, quand j'ai quitté McGill, j'étais facilement capable de me retrouver une place à jouer. Fait que ça a comme reporté mon départ en Europe un petit peu. Puis pendant ces années-là, ben, j'avais un profil sur Euro Player, là, comme n'importe qui va aller jouer en Europe. Média, il y a podium aussi. Puis j'ai été contacté par quelques équipes. Ça ne fonctionnait pas, on était capable de s'entendre sur les modalités d'un paquet de choses. Moi, je ne voulais pas aller en Hongrie gagner 300 € par mois puis manger du pain blanc. Là, je veux dire, je voulais être capable de vivre quand même là, sans vivre dans des ressources exceptionnelles. Je voulais être capable de payer mes choses. T'sais. Puis, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Benoît Sirouet, qui était le président des Black Panthers de l'organisation pour laquelle j'ai travaillé en France. Puis lui, dans le fond, il venait d'avoir un changement d'être coach. Pendant longtemps, il y a eu un ancien coach québécois aussi qui est là-bas, Larry Legault, qui coach encore en France, maintenant en Suisse, mais qui est un des coachs mythiques européens, qui est un Canadien, qui a été avec Tonon pendant des années. Puis là, eux faisaient comme un changement de garde, là, voulaient retrouver un nouveau coach. Puis il y a eu un coach, Fabien Ducousseau, qui là-bas s'appelle coach Hippo, qui a été nommé comme entraîneur-chef, qui est un jeune entraîneur-chef, 39-40 ans à ce moment-là. Puis eux cherchaient un cordeau défensif pour le chapeauter.
pour l'aider, mais quelqu'un qui n'allait pas nécessairement challenger son autorité tout le temps. Puis, moi, j'allais commencer dans le métier, fait que clairement, c'était pas de mon côté de me mettre à challenger toutes ces décisions. Fait qu'eux savaient ça un peu, puis ça faisait leur affaire. Puis l'autre chose aussi, c'est que le sport en France, le football américain est vraiment particulier, dans le sens où tu as un championnat national, donc le championnat français dans lequel on participe, où Tonon participe. Puis eux faisaient aussi participaient aussi dans une compétition européenne. Donc, c'est deux compétitions complètement distinctes. Puis les lois au niveau des imports ne sont pas pareilles. Ce qui veut dire qu'en France, il y avait droit seulement à 2 imports nord-américains ou de championnats majeurs qu'eux appellent, alors qu'en Europe, il y avait le droit à un import de plus. 2 imports de plus, qu'il y avait le droit à 4. Fait qu'en venant me chercher comme jeune coach qui venait de sortir de jouer, bien, ça leur permettait aussi, ça nous permettait en tant qu'organisation, de me faire jouer aussi dans le championnat européen. Donc, ce qui est arrivé ma première année, c'est que j'étais qu'entraîneur pour le championnat d'Europe, de France, excuse-moi. J'étais coordonnateur défensif, je coachais les DB, je m'occupais de tout. Bien, je m'occupais même de la D-line, des linebackers parce qu'il n'y avait pas d'autres coachs. J'étais tout seul. Fait que, puis dans le championnat européen, ben, ça m'a permis de jouer. Fait que j'étais capable de jouer 2 autres matchs là-bas pendant le championnat européen. Le premier match, je n'ai pas joué, j'ai joué les 2 suivants. Puis on a gagné le championnat européen dans ma première année là-bas. Fait que, c'était comme. C'était spécial. Là. En même temps, je faisais les appels, puis je coachais, puis je faisais tous des ajustements sur le sideline. Mais je participais comme joueur. C'était vraiment un feeling particulier. Vraiment. Fait que c'est comme ça que je me suis rendu là-bas, dans le fond. Là. Puis après ça, ben, je suis resté 2 autres années. Ils ont renouvelé mon contrat. Je m'entendais bien avec l'organisation là-bas. Puis ça me permettait de faire juste ça de ma vie. J'étais rémunéré assez pour faire que du football à l'année. Puis, je ne peux pas vraiment demander pour une meilleure job que ça. Là, tu mentionnes que tu entraînais puis tu coachais t'entraînais puis tu jouais en même temps plutôt pendant un moment, tu sais. Puis là, tu sais, moi, je pense à moi des fois, lorsque nous, on coach, tu sais, d'habitude, on est sur le sideline, puis là, tu sais, on est en communication avec les gars en haut qui ont une vision en haut, on est en communication aussi avec les gars sur le sideline qui on se partage de l'information, mais là, tu es sur le terrain, tu sais. Comment ton processus game day il fonctionnait? J'entendais, j'ai regardé j'ai regardé une présentation de Warren Craney qui parlait que lui, quand il était cordeau à Connu, les gars, il y avait tout un wristband, puis tout le monde collait avec le wristband, puis ça venait du banc. Ben, quand les matchs où j'ai joué, moi, j'ai eu un wristband moi-même. J'avais un wristband autour de ma ceinture avec mon call sheet miniaturisé dans mon wristband pour être capable de faire les appels. Fait que ça, c'était quand même pété. J'avais 4 pages dans mon wristband. Fait que toutes mes par down and distance, par situation, j'avais tous mes trucs décrits dans mon wrist. Puis on avait un autre coach, un autre joueur avec nous autres, Timothy Lovebreaker. C'est un gars qui a joué au Delaware, NCAA Division 1 Delaware. C'était notre DB américain qui jouait avec nous autres. Fait que, les 2 games que moi j'ai joué, c'est parce que lui il a été suspendu par le tournoi. Fait que là, on s'est ramassé avec comme plus notre américain DB. Fait que j'ai comme step in pour jouer. Puis fait que Tim était sur le sideline. Fait que lui, il me disait ce qu'il voyait comme dans le back-end. Puis notre entraîneur-chef qui était cordeau à l'attaque, lui avait communication en haut. Puis eux autres, ils nous expliquaient, ils me disaient un peu le front puis tout. Fait que c'était un peu broche à foin là, comme analyse de ce qui se passait. Puis tu sais, je veux dire, le moment le plus compliqué et le plus drôle, là, une petite anecdote, on joue à Berlin. Ça, c'est une autre affaire. C'est des scènes incroyables. Je joue à Berlin, puis le stade où on joue, c'est le stade où il y a eu le dernier speech de Hitler dans la Deuxième Guerre mondiale. Fait que, tu sais, juste la scène, ça n'a comme pas de bon sens. T'sais. Puis, je me rappelle, Berlin, il y avait un running back américain, puis ils vont comme stretch de mon bord. Moi, je jouais comme. C'est du football à 11 là-bas. Fait que je jouais comme weak safety là, dans le système. Puis le stretch à nous autres, puis le fullback de l'Allemagne, il vient me bloquer. C'est genre un Allemand de 260 livres, c'est stéroïde, là, énorme. Puis j'ai juste coupé sa hanche, puis j'ai ramené la balle à l'intérieur, puis je me suis relevé, puis j'étais buzzé. Là, je comprenais plus ce qui se passait. Je n'étais pas regardé mon call sheet, j'étais tout mélangé. Fait que, tu sais, c'est vraiment une dynamique complètement différente. C'est des choses que cette année à l'ENA, je n'ai pas eu besoin de vivre, là, clairement. C'est une autre réalité. Là. Mais tu sais, c'était une belle expérience de pouvoir jouer en même temps. Puis d'être avec les gars sur le terrain aussi, ça donne une dynamique différente. D'habitude, tes coachs, en plus, moi, j'étais un jeune entraîneur. Je suis arrivé à 25 ans.
je coachais des joueurs qui avaient 30 ans, qui avaient joué pour l'équipe nationale pendant 8 ans. Là, mon middle linebacker, il avait 34 ans. Baptiste Noir, il a joué pour l'équipe nationale française pendant 12 ans. C'est le top de la France, c'est lui. Puis là, moi, j'ai 25 ans, puis j'explique comment on va faire ça. C'était particulier, mais après avoir joué 2 games avec eux autres, ça change la perspective des choses un peu. Puis c'était le fun. C'était une belle expérience. C'est ça. Comment tu te prépares? Ça, c'est ta première année, là, mais avant même d'arriver, comment tu te prépares à être coordonnateur défensif à ce niveau-là? Ça a été quoi tes devoirs, tes objectifs que tu t'es mis avant d'arriver? Il y a une chose, je pense, que je suis chanceux d'avoir, c'est que j'ai vraiment une philosophie où la préparation est vraiment importante. Puis même en tant que joueur, j'ai toujours été quelqu'un qui se préparait vraiment beaucoup. Fait que, au niveau de faire du film, prendre des notes, comprendre les concepts, faire des hit charts, c'est toutes des choses que, même à Lennox, ma dernière année, en 2011, je faisais déjà. C'est quelque chose qui est important pour moi. Fait que, cette transition de préparation, de préparation de joueur à préparation d'entraîneur, bien évidemment, il y en a une, mais il y a beaucoup de choses que j'avais déjà une partie que je faisais. Fait que, à ce niveau-là, ça n'a été pas si pire. Je te dis, la plus grosse différence, ça a été de partir du football à 12 vers du football à 11, en n'ayant jamais même joué dans du football à 11. Puis là, tu deviens cordeau, c'est comme... J'ai comme fait 14 steps d'un coup, là, comme bonne chance. À l'attaque, je pense que c'est différent parce que c'est toi qui décides de ce qui se passe, veux pas. Défensivement, il faut que je sois prêt à défendre tout ce qui peut arriver. Puis je sais même pas ce qui peut arriver. Comme je connais pas cette game-là. Sur run game, c'est vraiment similaire. Tu as 5 O-line, tu as 6 gaps, tu as un back, c'est pareil. Là. Mais coverage-wise, puis dans les concepts de passe, il y a quand même beaucoup de différences. J'ai eu la chance d'être bon ami avec un entraîneur qui s'appelle Stéphane Saint-Julien, qui a joué à l'Université du Manitoba back in the days, qui était un de mes coachs. J'avais 14, 15, 16 ans. Puis on est restés proches. Puis lui m'avait donné un paquet de livres, genre 8-10 livres là, sur le football américain, sur les techniques, sur les tactiques, sur un paquet de choses. Fait que quand j'ai eu la job de coordo, à ce moment-là, j'étais gérant dans un magasin à Montréal. Là. Je venais de finir l'université. Puis, à chaque fois qu'il n'y avait personne dans le magasin, j'étais avec mes livres, là, puis je lisais mes trucs sur le American Game. J'écoutais plein de cliniques en ligne. Je te dis, là, je faisais des dessins. J'étais derrière le bureau avec des white sheets, genre, puis je faisais des dessins comme je faisais du whiteboard. Puis là, bon, si ça arrive, comment je réagis? Puis je me suis comme pas auto-coaché, mais tu sais, un peu autodidacte. Là, j'ai appris par moi-même pas mal dans ces choses-là. Puis comme je te dis, la réalité, c'est que dans le front, il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Fait que, à ce niveau-là, j'avais comme une connaissance de base que j'étais capable d'appliquer. Puis après ça, c'est ongoing learning. Tous les jours, j'écoutais un podcast ou un clinique jusqu'à temps que j'arrive en France. Puis même en France, la première année, puis la deuxième année, jusqu'au milieu de la saison, à chaque jour, je m'obligeais à écouter un truc qui était football-related, que ça soit X's and O's, que ça soit philosophie, que ça soit pédagogie. Chaque jour, je checkais de quoi en ligne, puis je lisais quelque chose qui était ultra varié, que ce soit offensif, défensif, n'importe quoi. Puis juste de continuer à toujours lire des choses, ça ouvre ton horizon un peu sur les différentes manières de faire. Fait que c'est pas mal de même que je me suis préparé là, un peu avec mes feuilles blanches entre 2 clients au magasin. C'était pas mal ça qui se passait au début. Puis quand tu arrives là-bas, comment tu t'es présenté aux joueurs? Est-ce que les joueurs... Ça, je suis pas sûr que tu l'as dit, mais est-ce que les joueurs savaient que le but aussi, ou un des plans, c'était que tu joues tout de suite au début, là, quand tu es arrivé, que tu joues éventuellement au championnat d'Europe? C'était une possibilité. Ce qui veut dire, dans le fond, c'est que nous, on avait déjà, je te disais, en France, on avait juste droit à 2 Américains. On avait déjà un 3e qui venait, qui était un joueur de ligne défensive, que lui, c'est sûr qu'il jouait, il était là que pour ça. Là. Il venait que pour 3 games. Puis moi, c'était une possibilité que si on avait besoin, que je joue. Puis la réalité, c'est qu'on a un de nos DB qui était Team France qui s'est cassé une cheville dans un match. Puis notre Américain a été suspendu le match de tournoi subséquent. Fait qu'il y avait un gros trou là, à cette position-là. Fait que j'ai step in. Donc, oui, c'était une possibilité pour eux. Puis je pense que ça a été même pris comme je te disais tantôt, d'un bon œil par certains joueurs, de voir que coach, il a 25 ans, mais il ne fait pas juste nous crier après et nous dire quoi faire. Il est encore capable de le faire jusqu'à un certain niveau. Puis
Il est passionné par ça autant qu'eux le sont. Il faut comprendre, en France, là, la plupart des joueurs sont pas payés. T'sais. Nous autres, on était une grosse organisation, donc on avait une bonne partie des joueurs qui réussissaient à toucher des petites dépenses, des choses. On avait nos Américains qui étaient payés, évidemment, moi comme coach. Puis on avait toutes les dépenses d'équipe quand on voyageait étaient toutes payées. Là. Les gars n'avaient pas besoin de rien débourser. Mais il y a beaucoup de gars qui font ça par passion. Là. Moi, j'avais des gars, là, j'avais 4 gars qui venaient de la Suisse, 5 gars qui venaient de la Suisse, de l'autre bord du lac. Tournon-les-Bains, c'est une petite ville au bord du lac Léman qui est le plus gros lac en France. Puis l'autre côté du lac, c'est genre 2 heures de voiture. Là. Les gars, ils venaient 4 fois par semaine, puis ils faisaient 2 heures aller, 2 heures retour pour venir jouer au foot. T'sais. Fait que tu sais que ces gars-là sont passionnés. Quand, comme coach, je leur redonne cette même passion-là, ben c'est sûr que tu accroches. Puis je pense qu'on a eu une belle symbiose entre les joueurs puis moi à cause de ça. Puis à cause du fait justement que j'ai joué, je pense que ça a aidé là, à créer cette espèce d'esprit convivial, d'esprit de famille. Là, ouais. Puis là, tu l'as dit, il y en a qui ont des backgrounds différents. Puis je sais pas si c'est un peu pour revenir à le premier sujet qui était la différence entre le civil et le scolaire, là, mais tu sais, est-ce qu'il y a une grosse différence? Tu sais, c'est sûr, il y en a qui viennent de la Suisse, puis il y en a qui viennent des États-Unis, comme tu l'as expliqué, mais c'est quoi, mettons, le joueur moyen, là, quand tu arrives là, tu pars d'où dans tes explications de ton système défensif? Tu sais? Tu pars de c'est quoi le gap A, gap B, gap C. OK, ouais. Okay. Lui, le gars à côté de la poule, là, la poule qui donne le ballon, le gars à côté s'appelle le garde. Là, tu dis, oh, OK, on est vraiment là, basic. Mais tu sais, puis la réalité, c'est comme je te disais, j'ai des gars qui ont fait l'équipe de France. Puis les gars, quand j'expliquais ça, les autres, ils étaient dans le fond du meeting room, puis ils avaient hâte que ça finisse, tu comprends? Parce qu'ils avaient joué à un haut niveau de foot. Il y a d'autres jeunes, là, je vais te donner 2 exemples bien concrets. Un de nos gars, Claudio Jacquin, qui est devenu un linebacker équipe de France à travers son parcours, qui est un athlète hors norme. En Amérique du Nord, c'est un athlète hors norme. Son meilleur ami, c'est Valentin Nawa, qui joue pour les Tiger Cats d'Hamilton maintenant. Puis c'est 2 athlètes ultra similaires. Là. Ils sont pareils. C'est un gars qui était facile à coacher athlétiquement, tu comprends? Tu lui demandais de faire de quoi, son corps se plaçait comme il faut. Mais ça a été un judoka niveau national jusqu'à 20 ans. Jusqu'à 20 ans, c'est un des meilleurs judokas en France. C'est pas un athlète moyen, c'est un athlète très haut niveau. T'sais. Donc, quand il arrive, puis chez nous, il a joué comme 3 ans de foot dans un programme plus petit, peut-être moins bien encadré, comme, ils n'ont pas le même langage non plus, il faut qu'ils réapprennent des choses. Fait que lui, c'est de tout réapprendre selon ce que moi j'enseigne. Puis nous autres, on l'a changé de position, on l'a fait jouer DB. Fait que là, c'est comprendre à travailler son corps dans l'espace, alors que d'habitude, de se battre avec un gars face à face. Tu comprends? Mais ça ne veut pas dire que ce pas des bons athlètes. On avait un autre gars, Liridon Ziba, c'est un Suisse. En fait, c'est un Albanais qui habite en Suisse, qui a vécu des choses ultra particulières dans sa vie avant d'arriver en Suisse. Puis c'est un tough, qui est vraiment le gars le plus tough que j'ai coaché en mes 5 années de coach maintenant. Là. C'est le plus tough de loin que j'ai coaché. Et il avait joué dans une Ligue C en Suisse, là, puis il faisait jouer receveur, puis il disait cours des fades, puis c'est tout ce qu'il faisait. Il ne comprenait rien de rien. Là. Mais il était ultra tough sur son corps. Aucun respect. Là, genre, il descend sur kick-off en ligne droite, puis pète le mur. Lui, c'était comme OK, c'est quoi le mur? Sont où les briques? Comme il n'y avait pas de question. Là. C'était une autre mentalité. Fait que tu avais ces gars-là. Tu avais les Américains. Là, au début, on a eu Josh Turner, qui est un gars qui avait joué à Texas Longhorns, starting DB pour 2 ans pour eux. Après ça, on a eu Lovebreaker, qui a joué à Delaware. On a Schneider Terminator, qui a joué à Utica College, qui a eu des camps Giants de New York et Jets de New York. Fait que, j'ai ces gars-là qui sont comme top levels, meilleurs que n'importe quel Canadien ou pratiquement que tu peux trouver, qu'il faut que tu coaches. Puis en même temps, il faut que tu coaches le kid qui arrive d'Albanie, qui a l'habitude de faire de la boxe, la boxe olympique. Tu te dis, man, c'est quoi qui se passe là? T'sais? Et après ça, ben, tu as tout le milieu de ça. T'sais. Fait que c'est un beau choc au niveau football. Puis au niveau culturel aussi, c'est vraiment intéressant parce qu'on avait vraiment des gars d'un paquet de nations différentes. Puis la chance que j'avais d'être dans une bonne organisation, ça faisait qu'on avait droit à nos Américains, mais qu'on était aussi capable d'aller chercher les joueurs qui étaient d'ailleurs en Europe. On a eu un Serbe, on a eu un Suédois, on a eu un Espagnol.
J'ai coaché évidemment des Suisses. Fait que, tu sais, j'étais capable d'apprendre un peu de leur culture aussi différemment, puis comment qu'eux autres voyaient les choses. Tu sais, notre gros centre la première année, là, qui vient de la Serbie, qui pèse 340 livres, là, puis il bouge des arbres avec ses mains. Là. Il y a comme un background complètement différent du mien, qui est un petit Québécois, qui tout va bien. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que tu apprends vraiment à voir des choses différentes et à ouvrir tes horizons sur la vie. Puis c'était une expérience ultra enrichissante, autant au niveau football à cause de la variété, qu'au niveau humain à cause de la variété. C'était vraiment cool. Est-ce que tu dirais que tu es plus un coach X&O's ou un coach psychologique, entre guillemets? Je sais pas. Je pense que je suis quelqu'un qui met beaucoup d'importance dans les détails et dans les X's and O's. Juste avant qu'on ait l'appel, là, j'ai été 2 heures et demie en appel conférence avec un coach juvénile pour parler un peu d'X's and O's puis tout. Puis je parlais de la préparation que nous on met. Puis c'est une chose que moi je mets énormément d'emphase dessus, la préparation puis l'X's and O's. Je te dirais que je pense que je suis peut-être plus un gars qui est orienté vers ça de par ma nature pointilleuse, là, qui aime les détails. Mais avec l'expérience que j'ai eue en Europe, ça fait que j'ai été obligé de me rapprocher des joueurs, d'être un peu plus proche d'eux autres. Fait que, je pense que je suis un mix des deux, mais probablement une tendance à être plus X's and O's de par la nature de l'humain que je suis, là, de la personne que je suis. Ta première année en 2017, toujours en France, à Thonon avec les Black Panthers, vous gagnez, tu l'as dit, vous gagnez le championnat d'Europe. Ouais. Tu ne pouvais pas demander mieux ta première année. Ça veut dire que ça a bien été pour ta première année. Par après, ça se passe comment ta deuxième année? Puis est-ce que aussi tu habitais en France pendant ce temps-là ou tu revenais au Québec un coup la saison finie? Oui. Ben, dans le fond, moi, mon contrat c'était que pour la saison la première année. Fait que je suis arrivé début janvier, là, 1er ou 2 janvier. Puis la saison se termine fin juin là-bas. Fait que j'ai fait de janvier à juin. Yeah. Je suis revenu ici. J'ai repris mon emploi que j'avais dans le magasin. Dans le fond, là, eux m'avaient comme donné un congé sans solde. Donc, je suis revenu à mon emploi que j'avais. Puis dans cette année-là, en 2017, 2016, fin 2016-2017, j'ai eu un paquet de choses personnelles là, qui sont arrivées dans ma vie qui ont fait que ma situation au Québec a beaucoup changé là, pendant ma première année en France. Puis quand je suis revenu, je ne me sentais pas nécessairement confortable ici, puis j'ai décidé de repartir. Donc, c'est moi qui ai reparlé à l'organisation pour repartir. Je suis reparti beaucoup plus tôt. Là. Je suis reparti comme fin septembre, je pense, pour la deuxième saison. Puis là, je me suis occupé de la préparation physique. La deuxième année, donc je me suis occupé de la préparation physique des joueurs de notre section élite. Puis ils m'ont aussi nommé comme entraîneur-chef de la section U16. Fait que je coachais les jeunes U16 aussi. Fait que je faisais comme 2 saisons en même temps là, où on chapeautait l'élite, je chapeautais la défensive élite. Cette année-là, j'avais un assistant. Fait que j'avais un peu moins de job. J'avais quelqu'un qui m'a donné un coup de main. Puis je m'occupais des U16 en même temps. J'étais entraîneur-chef des U16. Fait que U16 pour nous autres, serait comme Bantam, 14-15 ans ou cadet, mettons. Fait que je m'occupais de cette section-là. On avait des fins de semaine, il y avait un tournoi U16. J'avais, mettons, 2 matchs ou 3 matchs en 1 ou en 2 journées, là, comme un espèce de jamboree. Puis on avait un match élite en même temps, le même week-end. Fait que je pouvais coacher comme 4 games en 2 jours. Fait que ça, c'était quand même assez intense. Puis, au terme de cette saison-là, ça ne s'est pas terminé comme on voulait. On n'a pas réussi à gagner le championnat là, la deuxième année. On a fait 2 finales consécutives. Hein. 2017, finale nationale. 2018, finale nationale. Les 2 années, on perd contre la même équipe en finale. Le Flash de la Courneuve, qui est tout un programme de foot aussi là-bas. Puis à partir de là, le lendemain de la finale, j'ai négocié mon contrat pour revenir pour une 3e année. Puis 6 semaines après, j'étais déjà de retour. Fait que je suis revenu au Québec que 6 semaines. Puis je voulais absolument retourner. On en parlera peut-être, mais pour moi, la loyauté, c'est vraiment important. Puis il m'avait donné ma première chance de coach. Pour eux, le championnat national, c'est ultra important parce que l'organisation pour laquelle je coachais, c'est une organisation qui utilise beaucoup de sponsors privés. Fait que, en gagnant le championnat national, quand tu as des gros sponsors privés qui sont nationaux, qui prennent tout le pays, quand ton équipe gagne, c'est bon pour tout le monde, tu comprends?
Puis on n'a pas réussi à gagner. Fait que moi, tout de suite, j'ai voulu reprendre un contrat pour retourner ma 3e année pour être capable d'aider l'organisation à finalement remporter ce fameux championnat-là. C'était ma priorité, puis c'est la seule raison pour que j'ai décidé de retourner pour une 3e année. Je te dis, ça s'est fait directement le lendemain de la finale. Je revenais là, 6 semaines après, j'étais de retour en France. Le 15 août, j'étais revenu en France. Je suis venu ici 6 semaines. C'est une ligue à combien d'équipes? Juste pour. Dion 1, il y a 10 équipes. Okay. Puis, tu sais, j'imagine que les Black Panthers, c'était un gros club dans cette ligue-là. Tu sais, niveau parité dans cette ligue-là, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est. Ça ressemble à quoi? Y a-t-il 2 clubs qui gagnent tout? Puis, je t'explique ça en simple. Là. C'est 2 divisions dans le fond. Tu as une division nord, une division sud. Dans la division nord, il y a beaucoup de parité. Puis tu as un club qui est vraiment plus fort que tout le monde, le Flash de la Courneuve. C'est le gros club. Okay. Ils ont un paquet de gars qui jouent Team France. Ils ont un paquet de gars qui partent de là-bas, qui vont jouer en Allemagne, qui vont jouer en Autriche. C'est les 2 grosses ligues, c'est Allemagne-Autriche. C'est les 2 grosses ligues en Europe. La France, c'est probablement la troisième grosse ligue. Fait que c'est quand même une bonne ligue de foot. Mais les gros joueurs vont en Allemagne par en Autriche parce qu'ils se font payer des gros dollars, les gros euros, en fait. Mais là-bas, ces clubs-là payent cher. Il y a beaucoup des clubs Autriche et Allemagne, c'est des anciens clubs de la NFL Europe qui ont été comme recyclés dans des clubs, dans des ligues pas maison, mais nationales. Donc, c'est ça. Le Flash est vraiment un gros club. Le deuxième gros club au nord, c'est les Cougars de Saint-Ouen-au-Monde, qui est une autre ville qui a eu beaucoup, beaucoup de succès dans le passé, qui ont eu plusieurs Québécois qui ont été là. L'entraîneur-chef qui était là quand moi j'étais là, c'était un gars qui avait une compagnie d'import. Donc, lui, il importait les joueurs des États-Unis et du Canada vers l'Europe dans un paquet de clubs différents. Fait que lui, il y avait des plugs. Ses imports étaient toujours comme les 2 meilleurs de la ligue. C'était fou. C'était comme ça. Et après ça, le reste des équipes, c'était quand même des bonnes équipes au nord. Fait que, comme je te dis, il y a beaucoup de parité. Les games sont tight. Le Flash finit tout le temps par gagner, mais les games sont tight. Au sud, dans notre division, à nous autres, c'était pas vraiment ça. La première année, il y avait nous autres puis les Argonautes d'Aix-en-Provence. Les Argos jouaient un triple option, là, pure triple option Navy, là, genre avec les 2 wings puis le fullback. Là, ils ont lancé en demi-finale quand on a joué contre eux, ils ont lancé 3 fois. Là, comme pure triple option team. Là. Puis les 2 années suivantes, les Argos avaient plus de difficultés. Puis il y a une équipe qui était montée de Division 2, les Blue Stars de Marseille, qui était une bonne équipe. Puis, tu sais, pour de vrai, c'est plate, mais dans le Sud, on jouait contre Marseille, puis on jouait contre les Argos qui étaient des bonnes games. Les autres, c'était 50-0. J'ai gagné des games contre Lyon 70-2, puis 70-0, puis comme il n'y a même pas de compétition. La chose qui est intéressante pour nous avec Tonon, c'est que vu qu'on joue à la compétition européenne, là, on joue des grosses games. On a joué les Swarco Raiders, c'est le meilleur club en Europe depuis 15 ans. Ils ont 12 coachs à temps plein, genre 8 anciens coachs NFL Europe. T'sais. Encore hier, il a joué NCAA Division 1. Ça fait 10 ans qu'il est là. Il coach leurs équipes jeunes. C'est un vrai programme de foot. Ce que tu vois au Canada ou aux US, c'est pareil. C'est le même style d'argent, d'encadrement, d'implication. C'est solide. On a joué contre Berlin, pareil. Milan, pareil. C'est des gros programmes avec des Américains qui sont là depuis des années, les coachs américains. Milan, il y avait 2 coachs. Il y avait l'entraîneur-chef qui était DC, puis là aussi, c'était 2 Américains qui coachaient NCAA Division 1 avant. C'est pas des 2 de pique, là. Je veux dire, la première année qu'on a gagné le championnat européen, on joue aussi contre Milan. Puis leur entraîneur-chef qu'il y avait cette année-là, c'est un gars qui a coaché, qui est au temple de la renommée, qui a hors le fame de la NCAA. C'est l'inventeur du pistol offense. Moi, dans ma semaine de préparation, là, moi, je suis tout hot. Là, je pense que je suis rendu pas pire. On a une bonne saison. Puis là, je m'informe un peu sur le coach de l'autre bord, puis je me rends compte que le gars il est dans le Hall of Fame de la NCAA. Ça veut dire que ça te met un petit stress supplémentaire. La première année de cordeau, puis tu rencontres un gars qui a 75 ans, puis il a coaché 50 ans dans la NCAA, tu te dis, ouais, je suis mieux de ne pas l'échapper celle-là parce que ça va finir 60-0 assez vite, merci. La parité est vraiment pas là en France même, mais vu qu'on avait une compétition européenne, on était capable de jouer des gros clubs avec des belles structures quand même. Puis, juste encore pour être sûr de comprendre, tu as dit qu'il y avait un gars qui avait une compagnie d'import. C'est quoi? C'est un gars qui... C'est comme un agent de joueur qui ship des gars en France? En Europe?
Exact. Dans le fond, lui, il est engagé par les clubs européens. Comme un gros, scout. C'est un scout. Il est engagé Ok, par les ok. clubs européens, puis lui, il trouve des joueurs pour les équipes européennes. OK, OK. Fait que tu as des profils, je ne sais pas si tu connaissais ça, mais tu as Europlayer qui a un site pour aller en Europe. Tu as Podium maintenant qui est le plus gros site des deux, là, qui est rendu le plus gros site des deux. Où ils font, Podium font même des camps de foot. C'est rendu énorme. C'est une super grosse compagnie européenne. Puis Xavier, ben, il faisait comme eux autres, mais à son compte. OK, Il checkait des highlights, il checkait des gars qui étaient sur ces profils-là qui voulaient aller en Europe. Puis lui, il est plugué directement avec les bonnes équipes. OK. Nous, on n'a jamais fait affaire avec lui. On choisissait nos imports par nous-mêmes. Du moins, dans les années que j'étais là. On choisissait nos imports par nous-mêmes. Par contre, ben, il trouvait des imports pour le Flash, justement, pour eux, pour les Cougars, pour d'autres équipes en Europe, que ce soit en Allemagne, en Autriche, au Danemark, n'importe où. C'était ça son métier, en gros. C'est ça, j'allais te demander si toi, est-ce que tu étais impliqué dans le recrutement? Tu sais, on a parlé à Guillaume Rioux dans un autre épisode que lui a vécu l'expérience Europe en tant que joueur. Ouais. Puis l'avantage qu'il nous expliquait, c'est qu'il y avait un passeport français, fait qu'il n'était pas compté comme un import. Mais, tu sais, mettons là, un joueur au Québec là, qui voudrait faire comme toi ou du moins juste aller jouer. Comment il pourrait s'y prendre sans avoir de passeport européen là, en étant compté? Ben, c'est une super bonne question. Puis j'ai aidé quelques joueurs dans le passé à avoir des connexions ou même des coachs là, dans les dernières années parce que en étant là 3 ans, ben, tu te fais un peu un network à droite et à gauche. Le premier step, c'est de te créer un profil. Si tu veux aller en Europe, crée-toi un profil sur Europlayer, sur Podium, c'est le premier step. Puis l'affaire qui est plate, je pense, en tant que Québécois ou en tant que Canadien, c'est que si tu es un bon carrière, tu as des bonnes chances. Je veux dire, toutes les équipes européennes ont un carrière importé, 100%. Pratiquement toutes les équipes. Fait qu'ils cherchent un carrière, tout le monde cherche un carrière. Fait que tu as des bonnes chances parce qu'il y a juste plus de volume, je veux dire. Puis, ben, nos carrières au Québec, qui jouent au CIS, ou carrières canadiens qui jouent au CIS, ben, ils sont habitués de lancer beaucoup de ballons, puis avec un terrain plus grand, avec des windows, puis la game est vraiment axée sur la passe. Fait que c'est sûr que les gars canadiens qui vont là-bas, ils ont tendance à avoir du succès. L'année avant que j'arrive, il y a Jeff Skinner, qui avait joué à l'Université Laval, qui était allé jouer là-bas pour les Gladiateurs de la Cuambrie. Il avait connu une saison exceptionnelle. Eux autres, ils étaient partis Division 2, ils avaient monté en D1. Puis, lui est arrivé, il a dit moi, je joue MT, pas de running back, 5 receveurs toute la journée. Fait que c'était le même concept qu'au Canada. Puis il lançait la balle 75 fois par game. Puis c'était comme arrête-moi, je m'en. Je suis juste trop fort comme carrière pour que c'était dominant comme ça en Division 2. Puis il y en a qui ont du succès de cette façon-là. L'affaire qui est plate, c'est que si tu n'es pas comme carrière, bien honnêtement, c'est plus difficile de trouver un job en Europe, à moins que tu sois comme Guillaume, qui était un double passeport. La réalité, c'est encore là, c'est une question de volume, mais regarde aux États-Unis, il y a combien. Mettons, là, quand tu as ton carrière, je me fais pour une équipe en Europe. Là, nous autres, on avait un carrière plus un joueur. Des fois, ça a été des DB, des linebackers, puis ça a été un O-line la dernière année. Ben, tu sais, des DB, des linebackers américains qui sont habitués de jouer dans la game américaine, qui veulent venir en Europe, il y en a 300 000. J'exagère, mais il y en a tellement, là, je veux dire. Fait que pour qu'ils choisissent un Canadien à ta place, il faut vraiment que tu sois bon. Puis l'autre chose qui donne un peu un coup aux Canadiens, puis ça, c'est vraiment plate, c'est que la France est très... au niveau culturel, là, ils sont beaucoup influencés par l'Amérique, par les États-Unis. Fait que c'est sûr que quand tu es là-bas comme entraîneur, ben, tu ne regardes pas les cliniques du football canadien, tu regardes les cliniques du football américain. Tu ne regardes pas les highlights de la CIS, du RSEQ, tu regardes les highlights de Wisconsin contre Alabama parce que tu es comme, wow, man, ça c'est malade. Ou Ohio State contre Florida, whatever. Le fait que c'est tellement gros, ça attire tellement plus les yeux que ces joueurs-là ont beaucoup plus les yeux sur eux, même s'ils ne sont pas meilleurs. Ils ne sont pas nécessairement meilleurs, mais les yeux sont plus là. La dernière année que j'étais là, il y a un gars, Aldo Cione, qui a joué pour Marseille, c'est un Canadien. Il a joué à Concordia, à McGill. Il est allé jouer dans l'Ouest après à Fort McMurray. Puis, il a été recruté comme D-line à Marseille. Ça a été leur import nord-américain. C'était un Canadien. Mais dans toutes les années que j'étais là, c'est le seul Canadien qu'il y a eu en 3 ans. Sur 36 équipes, mettons, parce qu'il y a eu des changements de division. Là, c'est le seul Canadien qu'il y a eu. Il n'y en a pas beaucoup. Là, je veux dire, c'est plus rare. Alors ça, tu as Louis-Simon Nadeau,
qui a joué D-line à Sherbrooke, qui a été un an à Nice aussi, juste avant que j'arrive. Mais tu sais, c'est là où c'est plus difficile. Si t'es pas encore ailleurs, c'est plus difficile. C'est plus difficile. T'as lancé carrière de Laval aussi. Tu as eu deux, tu as eu Skinner, mais tu as eu Langevin aussi, je pense, juste après, ou Les Tourneaux. Parce qu'il y a un autre carrière qui a joué à Laval, qui est allé jouer en Allemagne aussi, qui a fait une belle job, mais qui est allé jouer en Europe, qui a fait une belle job. Mais si t'es pas carrière, comme je te dis, c'est plus difficile. Ça reste. Prenez votre chance, faites votre profil sur Europlayer et sur Podium, parce que moi, je l'ai fait 3 ans, puis Guillaume il en a parlé aussi dans sa présentation, mais moi, j'étais là un petit bout. Puis les choses humaines que tu peux voir, même juste au niveau culturel, j'ai eu la chance de faire des voyages. On ne joue pas tous les week-ends. Il y a des week-ends où on se promène. Je suis allé voir le Vatican. Là, je veux dire, Ouais, je suis zéro là, religieux, mais ouais. et là, man, on va voir le Vatican. Tu comprends? Mhm. J'étais allé voir le Colisée à Rome. Paris, je l'ai fait 14 fois. J'étais allé en Espagne. J'étais allé à Innsbruck voir la piste de saut des Olympiques d'Innsbruck en 74. Je veux dire, tu fais pas ça si tu restes au Québec, tu comprends? Ouais. Fait que c'est sûr que pour les gens qui veulent se donner une chance, créer un profil, puis si jamais vous avez l'opportunité, prenez-la pas à tout prix, je veux dire, allez pas crever de faim. Comme je disais tantôt, c'est important d'être dans une place où tu es capable de bien vivre. Mais il y a de plus en plus d'organisations d'Europe qui font attention à leurs imports, puis c'est vraiment une belle opportunité de grandir comme personne, là, au-delà d'un joueur de foot. C'est quoi la différence, le Maxime qui commence à coacher en Europe puis Maxime qui finit sa 3e année en Europe, là, qu'est-ce que tu as appris? Quel genre de coach tu es devenu quand tu es sorti de ces 3 années-là en France? J'étais beaucoup plus calme. Les gars qui ont coaché avec moi cette année, je pense à 2 en particulier. Là, Yann Jacques, qui était mon coach de linebacker, qui était cordeau avant moi à Lennox. Puis Vincent Auger, qui était DB coach, qui était cordeau avant Yann à Lennox aussi. Il vous dirait probablement l'inverse, parce qu'il me trouvait encore un peu trop rock'n'roll au début de la saison cette année. Mais je pense que c'est ça. Je pense que je me suis beaucoup plus calmé dans la pédagogie que j'utilise. J'essaie de plus impliquer les joueurs, de plus parler, d'être plus. Rester directif, mais plus posé. Il y a une manière de se faire respecter et de créer de l'autorité en étant directif sans avoir besoin de lever le ton tout le temps et de faire un show de boucan pour le fun. Je pense que la plus grosse chose que j'ai changé, c'est probablement ça, mon niveau pédagogique. Je suis beaucoup plus calme, je suis beaucoup plus serein. Ça arrive de l'échapper de temps en temps, mais je suis pas mal plus calme, beaucoup plus serein, comme je te disais, vis-à-vis des joueurs. Fait qu'au niveau, je pense que la plus grosse différence en tant que coach, c'est vraiment ça. Là, en même temps, j'ai maturé, je suis 3 ans plus vieux. Je suis pas vieux, mais je suis 3 ans plus vieux, tu as plus d'expérience, tu as un bagage différent. Je pense que c'est juste normal qu'à un moment donné, tu finisses par relaxer un petit peu plus. Puis, l'autre chose aussi, la réalité, c'est que je venais de finir de jouer quand je suis arrivé. Puis, la dernière game de foot que je joue, c'est 2 mois et demi avant de partir en France, c'est la finale junior qu'on gagne par 1 point. Où l'équipe contre qui on jouait à Montréal avait des super bons joueurs. Il y avait des Crisy Lauzon, Dinette Pierre. Il y avait des. Je disais tantôt, la Ligue est disparate, il y avait des gros joueurs. Fait que je sors d'un peu un espèce de high fucké. Là, je viens de gagner une finale quand même, peu importe le niveau de foot, c'est tout le temps enivrant. Puis là, j'arrive là-bas, puis là, il faut que je me recalme parce que là, il faut que j'enseigne, je sois plus pédagogue. Fait que, ça a pris un temps d'adaptation quand même, je te dirais, assez important. Mais ouais, pour répondre à ta question, la plus grosse différence, c'est ça. Je pense la pédagogie, je suis plus calme. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de mettre fin à ton aventure en France après 3 ans? Hey, deux choses vraiment, vraiment malades sont arrivées pour moi en 2019. Là, fait que juste avant que je reparte en 2018, juste avant que je reparte en France. L'été que je suis revenu, les 6 semaines, donc entre ma 2e et ma 3e année, je suis revenu 6 semaines. Puis Lennox m'a demandé de venir donner un coup de main comme guest coach. Okay. Donc, GF n'était pas revenu encore, c'était Kevin Mackey qui était là. Je suis donné un coup de main comme guest coach. C'était Yann Christophe Jacques qui était le DC. Je suis donné un coup de main. On s'est bien entendu, puis j'ai adoré être là avec les gars. Puis il y a beaucoup de ces gars-là que j'ai coachés cette année, évidemment. C'était encore là dans la saison.
Puis, moi, j'ai toujours voulu faire ça comme métier. C'est ce que je veux faire comme métier. Là, je ne suis pas temps plein à Champlain. Fait que je suis vraiment toujours ça que j'ai voulu faire. Puis, d'avoir la piqûre un peu d'être là, c'était intéressant. Puis, quand la saison a terminé à Lennox, Yann a dû se retirer là, pour des raisons personnelles. Sa famille s'agrandissait, puis il a décidé de ne pas retourner comme cordeau. C'est lui qui m'a contacté pour savoir si ça m'intéresserait d'avoir le spot. Puis là, au début, j'étais comme, je peux comme pas dire non à ça. C'est ce que je veux faire. C'est le meilleur tremplin possible, je pense, d'être cordeau tout de suite au cégep. C'est mon alma mater, c'est là où j'ai joué. J'ai des affinités avec un paquet de gens qui sont encore dans l'organisation. Que ce soit la thérapeute, Don Patterson, qui était ma thérapeute quand j'étais là il y a 10 ans, à GF, à un paquet de coachs. Fait que, quand cette opportunité-là est venue, je suis revenu à Noël, j'ai rencontré GF, puis on s'est entendu assez rapidement. Là. Ça n'a pas été compliqué. Là. Moi j'étais vendu, fait que c'était juste de me vendre à lui, puis ça s'est bien passé. Fait qu'il m'a offert officiellement ça, puis je ne pouvais pas dire non à ça. Fait que ça, c'est une des premières choses qui a mis fin mettait fin à mon stay en France. L'autre chose, c'est que j'ai rencontré ma conjointe du moment dans ces 6 semaines-là. Donc, c'est quelqu'un que je connaissais depuis vraiment longtemps, puis nos chemins se sont recroisés, comme quoi la vie est bien faite des fois. T'sais. Puis on a entretenu une relation à distance pendant 1 an. Puis c'est sûr que c'est moins le fun que d'être à la maison. Là. Fait que quand je suis revenu au mois de juillet, on a acheté notre maison, puis là, on attend notre premier enfant déjà. Fait que tout s'est vraiment déboulé rapidement. Fait que c'est sûr que ma copine ou ma conjointe, avec le fait que j'avais cette opportunité-là à Lennox, c'était un choix facile pour moi de revenir au Québec. Puis j'ai adoré mon expérience en France, je ne le dirai jamais assez. Puis tout de suite, quand je suis revenu de ce Noël-là, j'étais revenu, comme je disais, pour Noël. Puis quand j'ai eu l'entrevue avec JF, qui a comme confirmé toutes les choses, le premier jour que je suis revenu en France, j'ai fait un meeting avec mon entraîneur-chef là-bas, puis le président de l'organisation. Je leur ai annoncé tout de suite. Je pense que je suis revenu le lundi, puis le mardi midi, je savais. Là, c'est ma dernière année, je m'en vais. Fait qu'on est bien mieux de gagner. Là, terminé après. Là, je ne reviendrai pas une 4e année. C'est vraiment ça qui m'a ramené au Québec, là, la famille et l'opportunité que j'ai eue à Champlain. Tu as vraiment l'air d'avoir la patte, comme le slang le dit, tatoué sur le cœur. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes de Lennox? Je pense que c'est pour certaines. Il y a des gens qui vont dire que c'est l'esprit d'équipe, l'esprit de famille. Puis, évidemment, ça en fait clairement partie. Mais je pense que l'éthique de travail, la préparation qui m'a été inculquée quand j'étais là-bas, m'a donné la passion d'enseigner ce sport-là. Tu comprends? Fait que c'est sûr que j'ai une espèce de lien comme forever avec Champlain, tu sais. Puis avec Coach Jonca, pareil, tu sais, c'est GF m'a coaché à l'équipe du Québec, m'a coaché, m'a recruté à Champlain comme joueur, m'a coaché à Champlain 3 ans. On est resté en contact après. Tu sais, comme je disais tantôt, je suis quelqu'un de loyal. Pour moi, c'est une qualité qui est vraiment importante. Puis je me reconnais beaucoup dans le programme à Champlain. Puis la loyauté que j'ai envers les gens qui sont là, fait juste le mariage parfait, je pense. Fait que, la patte tatouée, c'est un sentiment, je pense que c'est pas vraiment explicable. C'est comme. C'est ça. C'est enivrant de faire partie de cette organisation-là. C'est une organisation qui a énormément d'histoire. C'est depuis 1978, c'est pas depuis hier. C'est le programme qui a le plus de bol d'or au Québec. Depuis l'existence du bol d'or. Dans les 10 dernières années, dans la dernière décennie, 4 championnats de bol d'or puis 6 présences. Quand j'étais là, on a fait un bol d'or, on a perdu en demi-finale contre Garneau qui a gagné le bol d'or ma dernière année. Il y a tellement d'histoires, il y a tellement de gens qui sont passés là. Tu regardes des coureurs, il y en a partout. La patte, tu la reconnais partout. J'écoutais Fabrice hier qui parlait un peu de la même chose avec Marc Santerre, le vieux. J'ai écouté l'épisode de Rinaldo, coach Sagesse, qui disait la même chose. Des gens du vieux, il y en a partout. L'autre programme qui est le même au Québec, c'est Lennox. Ouais. Quand les gens me disent j'ai CVM tatoué sur le cœur, je comprends parce que je vis la même chose de mon côté. Je veux dire, il y a un cougar partout, il y en a tout le temps un que tu as besoin d'aide, tu as quelque chose, tu peux y écrire. Puis c'est comme une énorme famille. C'est ça. Je pense que je ne peux pas venir te l'expliquer que ça. Là. C'est vraiment ça. Là. Ouais. Puis tu mentionnais aussi tout à l'heure que au début, tu avais beaucoup d'énergie, mettons.
Puis là, plus le temps avance, plus tu te calmes. Ouais. Puis là, peut-être que le fait que tu es arrivé, en fait, que tu es retourné à ton alma mater, peut-être que c'est ce qui a fait que tu étais aussi peut-être un peu plus rock'n'roll en début de saison, comme tu le mentionnais tantôt. Ouais. Euh, Autant positivement que négativement, qu'est-ce qui te fait réagir, toi? Un gros jeu des deux côtés. Tu sais, un gros jeu dû à un manque d'assignation, là, moi, ça me fait capoter. Là, je veux dire, tu as une assignation, elle est simple, elle est claire. Puis, tu sais, j'en ai fait des manques d'assignation quand je jouais, là, puis j'ai déjà un coach en tête qui va dire ouais, il parle de manque d'assignation. Moi, je m'en rappelle d'une qui a manqué. Ouais, je le sais, ça arrive. Mais quand les choses sont bien expliquées, quand tu prends le temps de le faire, quand tu prends le temps de prendre le temps. Prendre le temps de prendre le temps, ça a l'air niaiseux, mais je pense que c'est l'affaire la plus importante comme entraîneur. Puis quand j'ai un joueur qui ne fait pas ce qui a été demandé, quand ça a été expliqué 96 fois, qu'on a fait 36 fois la même carte dans la semaine, des fois, je l'échappe. Puis ça, c'est une chose qui me frustre vraiment beaucoup. Puis la même chose, oui, un gros jeu, mais un gros jeu qui est préparé. Exemple, contre le vieux, on avait en demi-finale, on avait un call spécifique contre une certaine protection qui faisait juste dans une certaine formation. C'était ultra pointilleux. Les deux fois dans cette formation-là, les deux fois on était avec la pression, puis les deux fois on s'est rendu. Hey, ça, c'est trippant, parce que oui, le kid, il fait un jeu, c'est Vincent Delisle dans ce cas-là, qui s'en va à Laval d'ailleurs, qui est un joueur de foot exceptionnel. C'est Vincent qui fait le jeu les deux fois. Fait que je suis ultra content pour lui. C'est way to go. Puis en même temps, je me dis, c'est toute la préparation. C'est pas un jeu qui se fait là. Moi, un gros sac avec un effort individuel, c'est le fun, je suis content pour l'équipe et tout. Mais ça, tu peux en voir tout le temps. Tandis que quand tu vois un gros jeu qui est fait à cause de la préparation qui a été mis, le gars qui a fait son tape, qui a fait son. Tu te dis que ce jeu-là, qui a duré 6 secondes, il a peut-être mis 3 heures de préparation dedans, tu comprends? Mm-hmm. Puis c'est ça, je te dis, c'est pour ça, tantôt à ta question, je suis plus avec X's and O's, ça revient à ça, c'est ça qui me rend le plus live, je capote, je triple, là, je suis sur le banc, puis je crie, puis je saute, puis je suis vraiment content parce que ça démontre que ce que moi j'essaie d'inculquer en termes de préparation puis de sérieux, le jeune, il l'a compris parce qu'il l'a fait, puis ça fonctionne. Fait que c'est des choses comme ça que moi j'aime beaucoup. Puis en France, j'en ai vécu plusieurs des moments comme ça à travers les années. Puis à l'Enox cette année, dans notre Playoff Run, on en a vécu quelques-uns. Puis c'est des choses, c'est des moments qui vont me marquer comme. C'est même pas gagner la game sur ce jeu-là ou rien. Là. C'est juste un jeu de 6 secondes qui peut-être que dans un autre univers, il n'y aurait rien changé, tu comprends? Mais ce moment-là, il me marque, puis il va me rester. Mm. Ouais, c'est ça. Les gros jeux préparés d'un bord ou de l'autre, là, c'est ça qui m'allume le plus. C'est vraiment cool. C'est le fun de, comment je te dirais, d'apprécier le processus en arrière d'un jeu. Là. Ouais. Qu'est-ce qui t'a frappé à ton arrivée à Lennox en commençant à coacher des gars du cégep versus les gars en France? On en a parlé, là, la disparité de les gros gaps de, je dirais pas de talent, mais de connaissances de foot que tu avais en France. Là, tu te retrouves à coacher des gars cégep, plus jeunes. Mais est-ce que là, tu étais comme, OK, je peux peut-être aller plus loin avec ces gars-là? Ou c'est quoi ça a été quoi la plus grosse différence que tu as réalisée à ton arrivée à Lennox en tant que coach? Que peu importe l'âge de la personne que tu coaches, en l'occurrence des jeunes de 17 à 20 ans versus 20 ans et en haut, parce que là-bas, c'est ça le gap d'âge, c'est de ne pas avoir peur de leur donner du matériel. On a eu un début de saison Rocky, ça a été tough. Puis quand les choses se sont mises à se placer, on a vraiment bien joué défensivement. À partir d'un moment dans l'année, on était très confiants en nos moyens. Puis pour certains matchs, on était littéralement intraitables. On ne donnait rien. Mm. Puis je pense que c'est ça. Au début, quand on parlait à Yann, qui était le cordeau, comme je disais tantôt avant, puis Vince, eux autres, il y avait certaines choses que moi, je voulais faire, que les autres, ouais, mais je ne sais pas s'ils peuvent le pick-up, c'est peut-être compliqué. On a tous les athlètes pour faire ce genre de choses-là. Puis il y a des choses que je me suis comme entêté à rentrer. Puis au début, il y avait plus l'air d'avoir raison que moi. Là,
certaines affaires, ça ne marchait pas, puis c'était compliqué, tu sais. Puis, à force de le faire, de le rapper, puis d'être conséquent dans ta correction des choses, de rendre les joueurs accountable, tu sais, puis responsables de ce qui leur arrive, je pense qu'ils ont fini par pick-up, puis ça a fonctionné, tu sais. Puis, je pense que c'est ça, la plus grosse différence ou la plus grosse chose à faire, c'était de ne pas avoir peur d'en mettre trop sur leurs épaules, puis de continuer à les pousser. Tu sais. La réalité, c'est qu'au Québec, surtout au cégep, dans les gros programmes, parce que en Division 3, il y a une réalité différente encore, là, mais dans un gros programme, le calibre de jeu, puis les joueurs que tu as, surtout chez nous, parce qu'on ne fait pas venir n'importe qui, n'importe où, parce que déménager à Sherbrooke, c'est quand même un projet. Là. Nos joueurs sont assez homogènes, tu sais, dans le sens où on a des moins bons joueurs, puis on a des meilleurs joueurs, puis on a des gars qui vont peut-être jouer pro, puis d'autres qui ne vont pas jouer pro, tu comprends? Mais je veux dire, en tout et pour tout, c'est assez un groupe homogène comparé à ce que moi, j'étais habitué. Fait que, les gars vont s'entraider, le peer pressure va embarquer, puis le kid, il va finir par suivre. Fait que, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de leur en donner. Puis, je suis un believer de ça. Moi, je pense que plus tu en donnes, plus tu vas en recevoir. Si tu te dis, on va moins donner, on va essayer de regarder les choses simples pour pas trop que les gars ils paniquent, mais ils vont devenir lazy puis ils vont arrêter de se préparer comme il faut. Tandis que si à chaque semaine, tu leur en donnes jusqu'à temps que Citron soit pressé au max, là, ben, tu vas voir que finalement, le Citron, il ne se presse pas au max, puis il trouve tout le temps le moyen d'aller t'en donner plus, d'aller en chercher plus. Fait que, je pense que c'est ça la plus grosse différence. En France, je ne pouvais pas me permettre ça. On avait un système, c'était ça. Puis je rentrais une affaire nouvelle par semaine, puis on essaie de garder ça simple parce que les gars, ils ont des jobs, ils ont des familles. T'sais. Le monsieur que je coach, là, qui a 3 enfants, là, quand même que je lui demande de relire son playbook 14 fois, il est quand même d'autres choses à faire. C'est pas sa job à temps plein, il est plombier, puis il y a des enfants à s'occuper à la maison. C'est pas la même réalité, là, tu comprends? Ouais. C'est ça. J'ai pu pousser les choses une petite affaire plus, puis être un petit peu plus tough avec les gars, puis continuer à bâtir, mettons. Là, tu reviens à Lennox, c'est ta première année. Ouais. On a mentionné aussi, puis on en avait parlé aussi avec GF plus tôt, mais on va avoir une différente perspective avec ta réponse. Là, mais la saison commence, tu es nouveau coordinateur défensif de l'équipe. Puis là, ça va pas bien. Vous perdez 54-0 la première game. Tu sais. Ouais. Puis là, la saison avance, puis là, vous vous rendez jusqu'à un point où votre fiche, c'est 1-4, si je me souviens bien, ou 1-3. Ben, 0-3 puis 1-4 après. C'est ça, exact. Ma question, comment on garde une défensive motivée? En leur mentant. Non, non, tu prends le bon de chaque match, tu sais, puis je l'ai touché vite tantôt, mais tu sais, contre Vieux, on s'est vraiment fait déclasser. On n'était pas là pour plusieurs raisons, tu sais, puis c'est pas trouvé d'excuses, là, mais quand on a rejoué Vieux en demi-finale, si je garde le line-up que j'avais là, Game 1, en Game 1, j'ai 0 de mes DB qui jouent à sa position. Aucun. Fait que tous les DB sont changés de position parce qu'il y a des blessures. Fait que je patch un, je patch là, ça bouge partout. Mon front, je perds mon Will Backer. Premier jeu du deuxième quart, je perds mon Will Backer. Out. Fait que là, le Will qui rentre, c'est une première année. J'ai comme 5 premières années que je joue dans le backfield défensif. T'sais. Fait que là, à un moment donné, un peu là. Regarde, Muganda, il est bien fin quand il court avec le ballon, mais quand tu le releases sur un corner route en plus, contre mon première année, wow, c'est ça la réalité. Je veux dire, ce kid-là, cette année, va être bien meilleur, puis il ne fera pas ces erreurs-là, puis il va être un différent joueur. Mais là, comme première année, Sam, Muganda, ça n'a pas été le meilleur running back dans la ligue pour rien cette année. Fait que Kalenga, en tout cas, tu comprends la réalité des choses. Mais tout de suite, à partir de week 2, on est capable d'avoir les gars dans la bonne chaise. On a des retours qui sont venus. Week 2, là, on donne 2 turnovers en deuxième demi qui sont proches de notre red zone. Ça se transforme en 2 scores, 10 points, puis on perd par 8. Tu comprends? Fait que donne juste pas ces turnovers-là, la game va peut-être dans l'autre sens. Puis la réalité, c'est qu'en demi-finale, ça a été la même game aussi tight. Alors, en quart de finale contre Grasset, ça a été la même game aussi tight, mais on n'a pas fait ces 2 turnovers-là. Puis on gagne, on score encore juste 20 points, on ne score pas plus de points, là. Mais on donne 10 de moins. Tu comprends? Puis, tu sais, souvent, je pense que c'était ça la grosse différence. Puis l'affaire qui a été dure à un moment donné autour de week 2-3, c'est qu'on avait de la difficulté à bouger le ballon. On avait beaucoup de blessures à l'attaque aussi, fait que c'était difficile. Puis ça a été important de garder les gars focus sur ce que nous, on pouvait contrôler. T'sais. Je me rappelle à Limoilou, on perd 16-1. On tombe 0-3, on perd 16-1.
Puis offensivement, on lance 5 pics. Là, fait que, je veux dire, on ne pouvait pas scorer 40 points, là, tu comprends? Sauf que défensivement, on perd 16-1, mais c'est 1-1 jusqu'à la fin du 4e quart, au mi-4e quart. Puis on se fait battre sur un double move, sur un hitch screen and go, puis il complète un toucher contre nous, ça tombe 8-1. Puis après ça, on essaie de faire un jeu désespéré, puis on lance un pick six. Puis après la game, les gars, ils ont la face dans le tapis, ils sont déçus, puis ils ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas plus que ça, puis pourquoi on ne bouge pas la balle, puis on a peut-être des snaps, puis tout. Puis, la réalité, je parlais d'accountability tantôt, puis d'être responsable de ce qui t'arrive. Ben moi, le premier meeting le lundi, la première affaire que j'ai dit au meeting, c'est « Hey les boys, c'est correct, le temps qu'il n'a pas bougé la balle, là, mais si on ne donne pas ce hitch screen and go-là sur un 3e et long, là, ben c'est 1-1 à la fin du 4e quart encore. On ne lance pas ce pic-là parce qu'on ne force pas ce balle-là. Peut-être qu'on réussit à driver et qu'on gagne 4-1. Mais on s'en crise de combien qu'on gagne. L'important, c'est de finir par trouver une manière de gagner ce match-là. Ça a été un peu à partir de ce moment-là, un changement de philosophie. Je pense que les gars, défensivement, ils se sont mis à vraiment se concentrer sur ce qu'eux pouvaient contrôler le plus. Puis, ça a payé quand ça a été le temps de payer, je pense. Clairement. Ouais. Je pense que c'est ça. C'est de même qu'on a gardé les joueurs concentrés. Est-ce qu'il y a un moment, de par le fait que tu es nouveau comme coach, c'est la première fois que tu coaches dans cette ligue-là, tu l'as vécu comme joueur, mais est-ce qu'il y a un moment, veux pas, où tu doutes de toi? Tu fais comme... Après, à 38-0 à mi-temps contre Vieux, là, j'étais comme, pas sûr que j'ai fait de la bonne job. Finalement, je devrais peut-être faire d'autres choses dans la vie. Mais c'est ça. Prendre de côté Tim Horton, je sais pas, man. C'est sûr que, mais tu sais, il a douté, puis il y a un moment aussi que tu peux te dire, ça fait partie d'un processus. Tu en as parlé, tu dis, le Will Baker, premier match, en fait, c'est mieux que ça arrive le premier match que ça arrive en demi-finale, tu sais. Mais c'est ça, est-ce qu'il y a un moment où vraiment tu es comme, hey, est-ce que je suis même prêt à. Puis clairement, tu l'es, là, c'est pas ça, on le sait maintenant, mais est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, est-ce que je suis prêt à. Est-ce que j'étais prêt à coacher dans cette ligue-là? Regarde, c'est vraiment une bonne question. Puis encore aujourd'hui, je ne peux pas te dire à 100% que je me sens prêt à coacher dans cette ligue-là, malgré le succès qu'on a eu en fin de saison, parce que j'ai énormément de respect pour les gens contre qui je coach. Puis quand en week 5, on a perdu contre Garneau à la maison. Moi, je trouve qu'on a vraiment bien joué défensivement. On a limité les choses. Ils ont réussi à faire 2 longues passes dans des 1 contre 1 pour gagner du terrain puis se mettre en position de marquer, puis ils l'ont fait. On perd par un score sur une game tight. Mais le coach qui coach contre moi là, aussi à Garneau, c'est Pat Bois. C'était mon coach à McGill pendant 3 ans. Puis j'ai énormément de respect pour Pat. Fait à chaque fois, je vais affronter un gars, on joue contre Lionel Groux, Éric Marié, c'est un de mes coachs quand j'étais jeune. Il m'a appris un paquet de choses comme joueur. Puis là, c'est l'entraîneur-chef contre moi. Ron Abbott à Vanier. Je peux t'en nommer un par programme, tu comprends? JC Desroches, qui est coach de receveur au Vieux-Montréal, c'est un ami personnel de la famille depuis toujours. Je le connais super bien. Puis j'ai toujours trouvé que c'était un bon coach quand j'étais jeune. Fait que, à chaque semaine, pour moi, je vois ça comme un challenge. Je me dis jamais ça va être facile. Comme coach, là, dans le game de X's and O's, 1 contre 1, les joueurs, c'est toujours tough. Il faut que tu gagnes tes one-on-one, puis c'est toujours la même chose. Mais si tu me demandes comme entraîneur, est-ce que j'ai douté de moi? Ben, je doute tout le temps. Je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à avoir du succès, parce que je laisse rien au hasard, puis je continue à travailler fort. La journée où je vais me dire, c'est pas grave, match, je vais battu en demi-finale, ça va être facile. Là, il va me planter encore 50-0. Tu comprends? Il est trop bon, puis les coachs au Québec, le coaching au Québec qu'on affronte, est trop talentueux et trop bon en tant qu'entraîneur que s'ils ont les moindres weapons, les moindres athlètes, puis toi, tu ne te prépares pas comme il faut, tu vas avoir l'air de n'importe quoi. Fait que moi, je veux pas que ça m'arrive, puis je continue à me préparer à chaque semaine le plus que je peux. Je n'ai pas parlé de Grasset, mais Grasset, c'est pareil. Là. Il y avait Marco puis Tony, puis tous les 2 frères Nadeau-Pius. À l'attaque, c'était loin d'être des pieds de céleri. Là, tu comprends? Fait que tu veux pas avoir l'air de quelqu'un qui ne sait pas se préparer puis qui arrive là un peu broche à foin, un peu on va y aller comme ça va, puis c'est pas grave. Là. À chaque semaine, je me remets en doute. Chaque semaine. Est-ce que c'est ça peut-être le plus gros défi? Là, le fait qu'il y ait autant de parité dans cette ligue-là? Quand tu coachais en France, tu devais sûrement te préparer pour l'adversaire qui s'en venait, mais tu sais que
dans la manière que tu as décrit la Ligue, ben, il y a des matchs qui sont comme une préparation pour les grosses équipes que tu arrives, tandis que là, tu sais, puis, en tout cas, moi, j'ai l'impression que, surtout la dernière année, n'importe qui pouvait battre n'importe qui. Là. Ouais. Est-ce que c'est peut-être ça le plus gros défi quand tu coaches dans cette ligue-là, d'être capable de te préparer semaine après semaine à jouer une équipe que n'importe qui peut gagner ce match-là? Là? Ben, oui. Puis, tu sais, il y a un dicton, if you snooze, you lose. Là. Ben, c'est un peu ça. Là. Si lundi, t'es pas prêt, le mardi, t'es pas prêt, le mercredi, t'es pas prêt, là, tu tombes en retard tout le temps. Là. Ben, si tu tombes en retard, à la fin de semaine, tu vas être en retard. Tu seras pas prêt. Puis la Ligue est trop, comme tu dis, est trop égale. Il y a trop de parité pour pas être prêt. T'sais. Je veux dire, Champlain, on est reconnu comme un gros programme, je pense, aux yeux de tout le monde en général. Puis, tu vois, on a fini 4-5, puis on a échappé contre Limoilou, puis Lévis-Lauzon est venu chez nous, puis ils ont marqué 20 points. Puis, tu sais, tout le monde peut gagner contre tout le monde, puis toutes les games sont tight. Puis oui, c'est important de toujours être prêt. Tu sais, tu as raison, la dernière année que j'ai coaché en France, la dernière game que j'ai coaché en saison régulière, on a gagné 70-0. On a 10 pics puis 4 pics 6. Tu sais, je veux dire, je me préparais à quoi, là? Je veux dire, je me préparais à rien, là. Fait que clairement, tu étais préparé, tu sais. Oui, tu as eu les résultats, mais oui, c'est ça. Je me préparais contre rien. Je veux dire, j'aurais pu ne pas me préparer, puis on aurait gagné 46-7 pareil. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au Québec, dans le collégial Division 1, comme on est là, tu peux pas te permettre de faire. Parce que les équipes vont t'abuser, puis ils vont te rappeler que tu as voulu chiller, puis tu as voulu faire d'autres choses. Ben, c'est le moment. Ma conjointe, elle sait très bien. Là, j'habite sur la Rive-Sud. Je fais aller-retour Sherbrooke tous les jours pendant la saison. Je fais 2000 km par semaine. Puis, elle sait là, que du 5 ou 10 août, mettons, au 15 novembre, on espère à chaque année, je ne suis pas disponible. Tu comprends? Il faut que tu mettes le temps, il faut que tu te prépares. Il n'y a pas d'autre clé à ça. Comment tu décrirais ta défensive? On s'adapte. On s'adapte bien. Oui, on a de la pression. L'année passée, on avait un super bon front, fait qu'on était capable de mettre de la pression sur les équipes. On jouait beaucoup de couvertures différentes. On joue quand même beaucoup d'affaires différentes. On ne joue pas juste du cover 3, mettons, on joue beaucoup de trucs. Mais tout le monde fait ça maintenant. Fait que, de dire je suis une défensive agressive, OK, mais tout le monde blitz. Tu vois ce que je veux dire? À quel point tu es plus agressif qu'un autre. Il y en a qui, c'est vraiment outrageusement tout le temps zéro, mettons. Là. C'est pas notre cas. On est une équipe qui s'adapte beaucoup. Moi, j'ai pas peur de semaine en semaine d'amener une nouvelle couverture, d'amener un nouveau blitz, une nouvelle affaire. On est beaucoup, même au niveau playbook, au niveau de comment on appelle les choses, on est beaucoup, beaucoup adaptif aux formations offensives, au backfield set. Donc, on s'adapte beaucoup. Ouais, je pense que c'est la meilleure réponse que je peux te donner, c'est ça, on s'adapte. Tu as l'air d'avoir tu en as parlé, tu as beaucoup de respect pour les coachs contre qui tu joues. Énormément. Énormément. Comment ça a été de coacher avec et même pour un de tes anciens coachs, qui est JF Jonca? Tu sais, comment qu'on réagit à ça? Est-ce que ça t'a donné une pression de plus, peut-être, aussi? Oh, absolument. Absolument. Ma dernière année à Champlain, là, je l'ai dit tantôt, mais j'étais déjà beaucoup impliqué dans la préparation des matchs et tout. Je pense que JF, je ne veux pas parler pour lui, mais je pense qu'il savait que j'étais quelqu'un d'organisé, mettons. Mais être organisé et avoir des résultats, c'est deux affaires différentes. Puis, dû au respect que j'ai pour lui et à l'organisation, je voulais pas me mal faire et je voulais être bien préparé. Fait que c'est sûr que ça m'a rajouté de la pression beaucoup. Je te dirais que même aujourd'hui, on avait les camps d'hiver avant que tout soit coupé. Et à chaque camp, là, je me dis là, faut pas que je fasse une niaiserie. Il faut que je sois bien préparé. Faut que tout soit rodé. Je veux pas que Jeff vienne me voir. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas son style, tu comprends? Mais je m'assure d'être bien préparé pour pas le laisser tomber. Je pense que ça, c'est important. Puis après ça, l'autre partie de ta question, c'est comment ça a été la relation avec JF. Ben, on avait aucunement de relation. Ancien joueur. Oui, on avait une relation d'anciens joueurs. Là, moi, c'était coach Jonca ou GF, mais c'était une relation vraiment d'autorité envers moi. Puis une des choses que je ne savais pas comment ça allait se passer, c'est en 38-0 contre Vieux, là, il aurait pu péter un plomb après moi, tu comprends? Puis c'est pas le cas. Dans sa personnalité, c'est quelqu'un qui est
est plus calme, qui est analytique, qui prend le temps de regarder ce qui se passe. Puis ça fait qu'on reste dans un environnement où on est capable de discuter. Tu comprends? Puis jamais j'ai senti avec GF que GF c'était GF puis que moi j'étais son ancien joueur. Du moment où je suis arrivé, je me suis senti comme je faisais partie du staff puis j'avais une job puis il fallait que je performe puis c'est ça que je voulais avoir comme accueil. Fait que la transition, c'est vraiment, vraiment bien faite. Puis, là, on se parle souvent, on se parle 2-3 fois par semaine, que ce soit sur le recrutement, sur la manière qu'on gère nos jeunes là, présentement avec les meetings vidéo, sur les choses à l'école. Puis, je pense qu'on a une relation qui est vraiment bonne. Puis, autant moi, j'ai fait confiance, j'ai du respect pour lui, autant je pense que j'ai gagné son respect et sa confiance à travers la saison cette année. Fait que, quand tu as une relation d'égal à égal comme ça, ben, c'est rare qu'il y ait des problèmes parce que tu fais assez confiance, tu te respectes assez pour te dire quand ça va pas, puis de l'autre côté, tu es capable d'apprécier les bons moments, puis je pense qu'on a réussi à avoir ça là, à notre façon chez nous. Est-ce que tu as déjà reçu un conseil d'un coach en tant que joueur ou en tant que coach, justement, que tu mets toujours en pratique? Un des coachs qui m'a vraiment influencé, là, puis qui n'est pas nécessairement une figure ultra connue du foot au Québec, en termes de pédagogie, justement, c'est Louis Parent. Louis Parent, ça a été mon cordeau ma dernière année à Champlain. Il venait de revenir, dans le fond, il n'était pas là les 2 années précédentes. Puis c'est quelqu'un qui était vraiment, vraiment proche des joueurs, puis qui laissait beaucoup de latitude aux gars sur le terrain. Pas nécessairement en termes de ex et no, d'ajustement, puis tout, mais en termes de mouvement, de communication. Il voulait que nous, on soit à l'aise dans la manière qu'on fait les choses. T'sais. Puis après le Vieux-Montréal, cette année, Louis était dans les estrades quand on a perdu. Puis, je t'ai dit tantôt que j'ai énormément de respect, puis je veux pas avoir. C'est important pour moi de stand-up, de ne pas avoir l'air de tout croche. Puis après ce match-là, là, je te jure que je suis pas allé voir Louis. Hein. Je voulais juste pas le voir. J'étais comme, oh non, qu'est-ce que tu viens de voir là? T'sais. Puis cette semaine-là, on a eu un appel ensemble. Je l'ai appelé, je vais toujours m'en rappeler, je l'ai appelé le lundi en revenant de Champlain. On venait d'avoir le meeting sur le match précédent. T'sais. Puis je l'appelle, puis j'ai demandé conseil. Comme, regarde, c'est la première fois que je fais ça, tu as beaucoup d'expérience. Y a-t-il une manière que tu peux m'aider? Qu'est-ce que je devrais changer? Puis, un des conseils qu'il m'a donné, c'est en prenant un exemple de moi, comment j'étais comme joueur, où j'étais curieux, puis je connaissais les choses, puis j'aimais ça apprendre. Puis il m'a dit, la meilleure chose que tu peux faire, Max, c'est de transmettre ça à tes joueurs. Cette curiosité-là, cet engouement pour la préparation, cette espèce pas de control freak, là, mais de vouloir comprendre ce qui se passe, pourquoi, puis comment on le fait, puis tout. T'sais. Puis c'est comme ça que j'ai un peu peut-être changé dans ma philosophie à partir de ce moment-là. De la manière que j'approchais ça avec les joueurs. Puis c'est probablement le meilleur conseil que j'ai eu d'un entraîneur en entraîneur parce que c'est ce qui m'a aidé sur je pense, ma plus grande faiblesse comme coach, qui était peut-être la pédagogie par moment. Comme je te dis, je suis pas mal mieux que j'étais, mais ça arrive encore que je l'échappe. Puis cette espèce de conversation-là que j'ai eue avec Louis, on a parlé 45 minutes, on a touché plein d'autres choses. Là. Mais cette partie-là de conseil, qui était de transmettre cette espèce d'aspect de passion-là sur la préparation, c'est quelque chose que je vais toujours garder maintenant. De faire comprendre l'importance de la préparation aux joueurs, c'est primordial, je pense, au succès, surtout défensivement, parce qu'on voit tellement de choses différentes de semaine en semaine maintenant. Une semaine, on joue une équipe qui joue juste du RPO, la semaine après, c'est du spread, la semaine après, tu as 2 tight ends, la semaine après, ça change non-stop. Si tu ne veux pas te préparer et tu penses que c'est tout cuit dans le bec, ben, tu ne seras pas prêt. C'est quelque chose qui me passionne moi, puis c'est peut-être quelque chose que je ne réussissais pas à transmettre aux joueurs, puis ce conseil-là m'a vraiment aidé. Ouais. Quelle serait une des choses les plus difficiles que tu as accomplies ou dont tu serais le plus fier? Gagner le Ballon d'Or cette saison. C'est évident. Je veux dire, on est parti de 4-5, rentré par la porte d'en arrière. Même contre Grasset, les gens ne s'en rendent pas compte, mais Jeff en a parlé, mais on a bloqué un field goal juste à la fin du 4e quart pour aller en overtime. Ils ont une deuxième chance de faire un field goal. On est dans sa face, il shank, paf. C'est scénario hollywoodien, là, tu comprends? Genre, Black
Friday Night Lights all over again. Tu sais, je veux dire, c'est direct ça. Là, c'est ça que c'est. Puis la semaine après, on va au vieux qui nous a battu 54-0, que personne ne nous donne une chance. Puis, tu sais, je ne vais pas en parler trop parce que je ne veux pas leur donner plus de feu qu'ils en ont déjà, plus de munitions qu'ils en ont déjà, mais on les a surpris vraiment solides chez eux, en bonne et due forme. Il n'y a pas une game tight, sans équivoque. C'était comme. On était les top dogs. Là, puis après ça, d'aller à Thetford Mines, jouer un bol d'or à moins 25 degrés avec des bancs de neige 4 pieds de haut de chaque côté. Puis gagner ça avec toute ma famille. Moi, c'est drôle, je disais ça toute l'année. Moi, quand je jouais, il y avait une personne qui venait me voir. Là, il y a 14 personnes dans les estrades qui viennent me voir. Puis ils ne me voient même pas. Je suis tout petit sur le sideline. Il n'y a personne qui me voit. Je fais toujours des jokes avec ça. Mais il y avait ma famille, ma mère, mon père, mon parrain, ma marraine, ma blonde, ma soeur. Tout le monde était là. De pouvoir fêter ça avec eux rapidement. Puis ensuite, avec les joueurs. Je parlais du processus, mais c'est ça. Tout le processus qu'on a eu à faire cette année pour réussir à gagner ça, c'est mon moment le plus mémorable. Je pense que je vais avoir dans ma carrière de coach, ou du moins pour l'instant. Puis j'en ai un autre, par contre, qui est vraiment pas loin. La dernière année en France, j'ai été 3 ans, comme je disais tantôt, puis les 2 premières années, on a perdu la finale française. Puis mon entraîneur-chef que j'avais en France, Hippo, c'est un tendre, mais un tendre caché, comme... il est tough, c'est un gros bonhomme. Il joue un peu à. Ben, pas il joue, il est froid un peu, il est tough, mais quand tu réussis à briser sa carapace, c'est un gars super proche des gens, qui redonne beaucoup, super généreux. Puis après la finale de France, il m'a pris dans ses bras, puis les chaudes larmes après qu'on ait gagné, puis cette finale-là, on a gagné 24-7, puis à la mi-temps, c'était 7-7, puis on avait un pick six. Fait que toute la première mi-temps, on est resté dans le game parce que défensivement, on jouait bien. Puis, cette espèce de moment-là, il y a une photo de ça en plus sur Facebook, j'ai une photo là, dans mes affaires. On se hug un l'autre, puis il a les yeux pleins d'eau. Lui, c'était son premier championnat en tant qu'entraîneur-chef national. Puis, je l'ai aidé à travers les 3 années, j'ai été avec lui là-dedans, puis on réussit à le faire. C'était vraiment un moment spécial aussi. Ce sport-là, c'est pour ça qu'on l'aime autant, c'est parce qu'il nous fait vivre des émotions particulières. C'est normal que mes 2 meilleurs moments, ça soit 2 émotions spectaculaires. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel tu aurais et pourquoi? Hey, tu sais quoi? Je t'ai entendu poser cette question-là à Fab hier, à coach Fab, puis je faisais la même chose que lui, savoir ce que les gens pensent. Puis, lui, il parlait d'ouvrir pendant la game, genre, puis, capable de savoir ça serait quoi le call de l'autre bord. Moi, ça serait même pas ça. Ça serait quand je suis sur le banc puis je pète un plomb après les joueurs là, parce qu'ils font une erreur, être capable de savoir qu'est-ce qu'ils se disent eux autres. Parce que j'ai déjà été à leur place puis je m'en disais des affaires dans ma tête quand ça s'échappait. Je me dis qu'ils doivent pas me ménager. C'est correct, je le mérite en même temps, c'est drôle, mais je pense que ça serait un drôle de super pouvoir à avoir. Être capable de savoir ce qu'il se dit dans sa tête puis le reprendre tout de suite. Là, il resterait malaisé. Là. Si tu veux choisir 2 valeurs, lesquelles tu choisirais? La loyauté, j'en ai parlé tantôt, puis ça, pour moi, c'est primordial. Puis la persévérance. Parce que c'est à l'image de notre saison, évidemment, la persévérance. Puis c'est à l'image, Jeff en a parlé un peu après notre 0-3, on a eu un meeting en équipe. Puis un des thèmes qui est ressorti, c'est un peu ça. Tout le monde a un peu parlé de son background personnel, puis JF pareil, puis moi pareil, puis un peu de où est-ce qu'on vient plus intimement, disons. Puis je pense que dans chaque personne, tout le monde face à de la persévérance dans sa vie, tout le monde décide de réagir différemment. Puis d'être capable de bien réagir face à ce problème-là, ça démontre beaucoup de persévérance puis de maturité aussi. Là, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important, d'être persévérant puis d'être loyal aux gens qui te donnent une chance. C'est les 2 choses qui, pour moi, sont les plus importantes, autant en tant qu'entraîneur qu'en tant que joueur, qu'en tant que futur père de famille. Je pense que c'est vraiment, vraiment important. Si tu peux avoir un repas avec quelqu'un, qu'est-ce que tu manges, où est-ce que tu manges et pourquoi cette personne? La personne peut être morte ou vivante. Je mange du sushi. Ouais. Puis, je sais pas, j'aime le sushi. C'est correct, ça. Puis,
Puis la personne avec qui je voudrais avoir, je veux pas. Hey, c'est quoi, je vais être plate, là, puis je vous nommerai personne que vous connaissez, mais avec mon grand-père. Mon grand-père est décédé, j'étais tout jeune, j'avais 12 ans. Puis j'ai un tatou maintenant pour me rappeler lui. Puis je sais pas, par moment dans ma vie, je suis vraiment pas croyant là, dans rien, dans vraiment rien, mais par moment dans ma vie, je me suis surpris à penser à lui, puis des bonnes choses m'ont arrivé par la suite. Je pense que j'aimerais ça qu'il avoir un dernier repas avec lui, puis être capable de jaser de la vie, puis jaser comment lui voit ça d'en haut un peu. Ouais. Est-ce que tu as une routine d'avant-match? Hey, là, ça, comme joueur, j'en avais une méchante bonne routine. Là. Le soir avant, je plaçais toutes mes choses par terre dans ma chambre, mais par étage de ce que j'allais mettre. Fait que je mettais genre mes boxers par terre, ma gaine par-dessus les boxers, littéralement comme s'ils étaient sur moi. Là, puis mes pantalons, mes bas étaient dans mes souliers, fait, dans mes cleats. Pareil en haut, mon top, mes pads par-dessus mon top, mon t-shirt, mon game jersey par-dessus, mon casque, mon mode piece. Tout était comme laid out à terre. Puis tu sais, ça vient de. J'étais tout jeune, j'avais genre 9 ans, je pense, puis j'ai oublié mes cleats pour aller à une game. Puis genre à partir de là, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai oublié plus jamais mes cleats. J'ai commencé à faire ça, puis c'est resté ma routine jusqu'à temps que j'arrête de jouer à 24 ans. J'ai eu cette routine-là comme 15-16 ans de temps, là, tu sais. Fait que comme joueur, ça, c'était vraiment ma routine. Puis comme coach, je te dirais que j'en ai pas vraiment. Comme la seule chose que je fais à chaque game, que je fais tout le temps, c'est une fois qu'on finit nous notre warm-up, je me campe proche des estrades, puis je regarde l'équipe adverse. Qu'est-ce qu'ils font voir? Je peux pas avoir un petit dernier cheat, un petit dernier tip de technique de tactique que je peux montrer aux gars à l'intérieur. Puis tu sais quoi, la réalité, c'est que je me fais regarder bizarre par les coachs de bord, comme Chris, arrête de nous regarder. Puis la vérité, c'est que j'ai déjà vu dans des pre-game warm-up certaines choses. Puis premier jeu de la game, c'est ça qu'on voyait. T'sais. Fait que, nous autres, on était prêts parce que je l'avais vu dans le warm-up, on l'avait dessiné sur le tableau. Fait que, c'est niaiseux, mais je suis un fanatique de la préparation. Puis je peux me préparer jusqu'au kick-off. Fait que je me prépare jusqu'au kick-off. Mais j'ai pas vraiment de routine particulière. Je suis un fan de gourou, je bois vraiment trop de gourou. Fait que j'en bois peut-être 2, 3, 4 avant le game. Là, mais sinon non, j'ai pas de routine spéciale. Est-ce qu'il y a une personnalité publique, athlète, politicien ou quoi que ce soit, artiste, quoi que ce soit, qui t'inspire? Oui. C'est un autre sport, mais Sidney Crosby au hockey. J'ai joué au hockey longtemps, puis c'est un peu les gens dans les médias, ils rient un peu de lui, là, que c'est un peu un crybaby, puis il chiale après les arbitres un peu. Mais je ne sais pas si vous avez regardé The Last Dance avec Michael Jordan. Ouais. Puis j'ai lu un article juste après l'épisode 10 qui disait que le seul athlète professionnel de tous les temps qui est comparable à Michael Jordan en termes d'élever le jeu de ses coéquipiers à un autre niveau, c'est Sidney Crosby. Puis il donne un paquet d'exemples. Tu n'as rien qu'à penser à ses alliés qui ont joué avec lui à travers les années. Quand Crosby avait des saisons de 100 buts, 100 points plutôt, ses alliés, c'était comme des nobody. Puis ces gars-là faisaient l'équipe d'étoiles, puis ils amenaient aux Olympiques tellement que Crosby était bon avec eux. Puis c'était comme, man, ce gars-là avant, c'était un pas rapport. Là, j'exagère, mais c'était pas un haut niveau, un joueur de haut niveau. Je pense que le style d'athlète qui est, comment il réussit à rendre les gens meilleurs autour de lui, c'est impressionnant. Puis Jordan, il le faisait aussi. Jordan, il le faisait peut-être plus d'une façon méchante un peu, là, si on suit le documentaire à la lettre. Mais je pense que c'est deux athlètes, là, Jordan, je peux aussi nommer lui, c'est deux athlètes qui réussissent à faire les gens meilleurs autour d'eux. Puis, coûte que coûte, je veux dire, ils vont pas s'arrêter parce que t'es pas content. Puis, je trouve que c'est deux athlètes en qui je me vois, mais qui m'inspirent. Ça se peut qu'il y ait plusieurs réponses à la prochaine question, mais quels seraient des joueurs underrated que tu aurais côtoyés? Moi, je vais revenir sur GF qui disait qui a parlé de JP Bolduc, puis là, JP, il joue pro. T'sais, moi, j'ai jamais vu JP comme un gars underrated. Là. C'était un très bon joueur de foot déjà au cégep. Fait que c'est sûr que je ne nommerai pas JP, puis c'est pas parce que je l'aime pas, parce que à ma tête, c'est un bon joueur de foot. Là.
Il y a un gars qui j'ai coaché en France mes 3 années. Dorian Pin, c'est un kid qui a joué à Thetford Mines au Québec, qui est allé à McGill, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Il a dû retourner en France. J'ai eu la chance de coacher pendant 3 ans. Puis c'est un jeune qui a fait l'équipe nationale junior, mais il n'avait jamais eu la chance de faire l'équipe nationale senior. Puis moi, je le coachais, puis je ne comprenais pas pourquoi il n'était pas invité. T'sais. Pour moi, dans toute la France, c'était probablement le meilleur joueur de ligne défensive, là, que ce soit un 3-tech, un 1-tech ou un end, juste un end dans l'occurrence, mais le meilleur contre le run game. C'est un fighter incroyable, un gars qui est ultra bon techniquement. Est-ce qu'il y a un take-off exceptionnel? Est-ce que il peut gagner il peut battre des protections one-on-one toute la journée? Non. La réalité, c'est que non. Mais c'est un gars underrated parce qu'il n'avait pas l'exposure qu'il méritait au niveau où il jouait. Il était ultra dominant pour nous autres. C'est impossible de courir de son côté. Puis, il ne se faisait jamais éviter. Puis moi, ça ne me rentrait pas dans la tête. Fait que, il y a Dorian Pin, certainement. Un autre kid que j'ai coaché en France, Chaska Perron, Rémi Perron, qui est un jeune qui est arrivé chez nous, qui avait peu d'expérience de foot, que quand moi je suis arrivé là-bas, qui n'avait pas joué beaucoup. C'est devenu notre boundary corner, puis on l'a fait jouer contre tous les top receveurs en France, puis un après l'autre, shutdown. Comme, les gars, ils faisaient pas de catch sur lui, puis je suis un gars qui aime ça jouer press contre l'ISO. Moi, je suis press 1 contre 1, puis je t'invite à lancer le fade toute la journée. Là. Fait que si ton corner n'est pas bon, ben, c'est tough. T'sais. Ben, lui, il a tout shutdown, un après l'autre, dans des situations pures de 1 contre 1. Fait que j'ai toujours eu énormément de respect pour ce que Rémi faisait. Puis j'essaie de penser au Québec, un gars underrated. Tu sais, il est plus underrated, puis genre, c'est une blague même de dire ça, là, mais Laurent Duvernay-Tardif, tout le monde sait c'est qui, il est zéro underrated, il a un contrat de 42 millions, fait il est assez bien rated. Mais quand moi je suis arrivé à McGill, il venait de changer de position comme O-line. Puis je me rappelle, cette année-là, il n'avait pas fait l'équipe d'étoiles la première année, puis il avait comme été, comme pas passé en dessous du radar, mais il n'avait pas vraiment été apprécié à sa juste valeur. T'sais. Puis là, ben, clairement, après ça, ben, les choses ont reflippé de bord, puis c'est un gars qui s'est fait valoir à sa juste valeur, puis évidemment, c'est un joueur dominant toutes les années suivantes. Mais je me rappelle qu'il y a une période de sa carrière, là, avant que ce soit LDT, Dr. Kill, là, comme nous autres on l'appelait, là, avant qu'il soit là, ben, il y a un moment où il y a une période d'adaptation pour lui. Puis je pense que c'est le premier joueur le plus dominant qui est sorti du Québec ever. Fait, ouais, je pense qu'il est underrated à un certain moment donné dans sa carrière. S'il y avait un film autobiographique qui était fait sur ta vie, ce serait quoi le titre de l'autobiographie et ce serait quel genre de film? Ça serait... Wow! Là, tu m'en poses une bonne, là. Écoute, ça serait... Oh! Ça serait... ça serait un drame, je pense. Un film sérieux, un drame. Ouais, pas nécessairement un drame, genre tout le monde crève à la fin, là, mais un drame comme un film assez sérieux. Là, je pense pas que ça pourrait être une comédie. Puis ça s'appellerait... Hey, c'est quoi? Retour vers le futur. C'est ça que j'allais dire. Je suis retourné aux sources. Puis, au-delà du retour que j'ai fait comme coach maintenant à Lennox, mon père a été impliqué dans le monde du football pendant des années. Il a lui-même eu un camp de foot pendant des années. Puis, c'est lui qui m'a transmis sa passion à travers les années. Quand j'étais tout jeune, c'est lui qui m'a transmis les qualités de travailler fort, de persévérance, de tout ça. Puis, je pense que je suis comme en train de devenir une version, une mini-version améliorée, j'espère, en tout cas, de mon père. Fait que c'est comme un retour vers le futur dans ce sens-là aussi. Là, puis, ouais, ça serait un drame. Comme je te disais, pas un drame parce que tout le monde pleure et c'est la fin du monde, mais plus parce que c'est un film sérieux qui parle d'une belle histoire de famille qui se transmet de génération en génération. Ouais. Quelle serait ta game préférée? Ma game que j'ai coaché, que j'ai joué ou comme tu parlais d'un jeu vidéo? Non, que tu as joué ou que tu as coaché. OK. Ma game préférée comme joueur, c'est la dernière game que j'ai jouée de ma vie au junior.
Puis, on en a parlé au niveau du calibre de jeu, mais moi, quand je suis parti de McGill, je suis parti pour des raisons personnelles. Puis j'ai décidé de faire un chemin différent. Mais quand je suis retourné au junior, c'était le club à mon père. Fait que, une proximité assez facile, mettons. Mais j'ai surtout retrouvé un paquet de mes chums, mes deux meilleurs amis depuis que je suis tout petit. Deux de mes meilleurs amis depuis que je suis tout petit, ils jouaient dans cette équipe-là. Ils jouaient pour mon père, eux autres, depuis 7 ans. Puis ça m'a permis de retourner jouer avec mes chums d'enfance, les kids que je connais depuis que j'ai 10-12 ans. Là. Puis on a tous fini notre parcours de football sur cette game-là ensemble. De gagner, c'est une saison undefeated. En plus, on n'avait pas perdu un match. On a fini 10-0, gagne la finale à la maison. C'était vraiment, vraiment spectaculaire. C'était trippant. Puis ma game préférée en tant que coach, c'est Vieux-Montréal là, en demi-finale. Parce que c'est tellement un revirement de situation comme inattendu. Je vais te dire, bien honnêtement, là, nous autres, on était confiants parce qu'on venait de battre Grasset, mais on était confiants qu'on allait leur donner une game. On se disait, si on est bien préparé, qu'on les drague au 4e quart, qu'ils font plus d'erreurs que nous, on va peut-être les battre. Tu comprends? C'était ça notre mindset. Notre mindset, c'était pas on va venir, on va gagner 30-2. Là, je veux dire, no way in hell. T'sais. Puis finalement, first thing you know, on a un pick sur le 2e jeu de la game. Puis là, 3 and out. Puis on prend un hit. Puis là, les gars, quand tu prends un hit dans même, ça devient du momentum. Là, les gars, ils voulaient plus lâcher. C'était comme couteau entre les dents, puis on y va au bout. Dis-toi, le 2e jeu offensif du vieux, c'est un pick. Le dernier jeu offensif du vieux, c'est un fumble recovery pour nous autres. Fait qu'on a fini la game comme on l'a commencé. Je veux dire, il ne s'est rien passé. Fait que c'est sûr que comme coach, c'est la game qui va le plus me marquer. Puis je sais très bien qu'ils vont être bien préparés. Puis comme je te disais tantôt, je le répète encore, j'ai énormément de respect pour ces gens-là. Puis c'est juste un concours de circonstances. Puis cette journée-là, nos joueurs ont mieux joué que les leurs, puis c'est tout. Mais j'ai déjà hâte de reprendre ce duel-là. Est-ce que tu as un jeu préféré? Un jeu préféré. Oui. La dernière année, j'ai coaché en France. Kevin Ilios, qui était notre starting corner du grand Hillside, qui est un des meilleurs athlètes que j'ai vu, là, moi, quand il est arrivé chez nous. Lui, c'est un gars qui avait joué à Nice, il est Border Patrol. C'est un gars qui fait les avions qui atterrissent, là, genre, il te fouille, là, c'est ça sa job, là. Fait que lui, il habitait à Chambéry, qui est genre à 2 heures ou 1h45 de nous autres, de Thonon-les-Bains. Il venait pratiquer 3 fois par semaine avec ces règles-là d'auto. Il s'est cassé une main, genre week 3. Il a été 1 mois et demi sans capable de jouer. Il avait une main dans un plâtre. Là, à faire pas de bon sens. Il n'a pas pu travailler. T'sais, les gars là-bas, ils font des gros sacrifices quand même. Puis il est revenu pour nous autres la semaine de la demi-finale. Notre corner, justement, Rémi Perron, il a une game moyenne. Il a embarqué, il a eu un bon match. Puis en finale, les deux startaient chacun de leur côté. Puis, les Cougars, un carrière, Luke Casey, un carrière américain super athlétique, une espèce de Lamar Jackson, avec un moins bon bras, là, parce qu'il n'est pas dans la NFL, mais un espèce de même style de carrière. Puis il score contre nous autres sur une longue course, puis tout de suite après, deux drives après, on le force à sortir de la pochette. Il escape, puis là, il est comme en panique parce qu'il va se faire frapper. Il dompe la balle, puis on avait un trap coverage par le corner. Le corner reste patient, boum, il trappe cette balle-là, pique ça, pick six, genre 45 verges devant notre banc. Je pense que j'ai encore le vidéo, là. Il pique la balle genre à notre 45, fait que c'est comme 55 verges qui court, là. Puis je cours jusqu'au end zone avec lui, full speed. Je perds mon call sheet, je perds mes écouteurs, je perds mes lunettes, je perds tout. Hey, c'était comme malade comme jeu, là. C'était un game changer, puis ça nous a permis de reprendre le momentum et de gagner ce game-là. Fait que je pense que c'est mon jeu préféré que j'ai eu la chance de coacher. Est-ce que tu aurais... En fait, quelle erreur une recrue pourrait faire en arrivant dans ta défensive? Quoi, excuse-moi? Quelle erreur une recrue pourrait faire en arrivant dans ta défensive? Penser que ça va être facile de comprendre ce qu'on va faire. Parce que bien que on ne réinvente pas la roue et pas des affaires ultra compliquées, ça reste qu'il y a plus de volume. Fait qu'il faut que tu te concentres. Puis penser que tu n'auras pas de compétition. Cette année, on a vraiment. Moi, je suis vraiment content de la classe de recrues qu'on a défensivement. C'est sûr qu'on ne les a pas toutes eues, on en a perdu quelques-uns, mais
Grosso modo, je suis vraiment, vraiment, vraiment content de la classe de recrues qu'on a. Il va y avoir énormément de compétition. T'sais, on a perdu 5 débits par temps, puis là, avec ce qui rentre, on va avoir énormément de compétition. Fait que, de rentrer en disant moi, j'ai fait l'équipe d'étoiles, je venais de Division 1, je suis le top dog. Ben, si tu ne mets pas les efforts, tu vas peut-être te ramasser Team 3 après 2 jours de camp, tu vas trouver ça moins le fun. Fait que de penser qu'ils rentrent dans un walk in the park, là, puis que ça va être facile, il n'y en aura pas de facile, autant au niveau compétitif qu'au niveau schématique et compréhension. Fait qu'il faut que les jeunes ils soient prêts et ils arrivent avec ce mindset-là, le mindset de travailler fort. Excuse-moi, quel est le meilleur cadeau que tu aurais reçu? Le meilleur cadeau que j'ai reçu? Ouais. Aïe, aïe. Je pense que je ne l'ai pas encore reçu, là, mais ma petite fille, à la fin juillet, ça va être un beau petit cadeau, ça. Bonne réponse, ça. Je ne l'ai pas encore reçu. Ma blonde est juste au bord derrière l'écran avec l'air toute contente. Non, mais je pense que ça va être le plus beau cadeau de ma vie, je pense, c'est sûr, c'est évident. C'est un cadeau qui n'a pas de prix, dans le fond. La vie, c'est un autre débat, là, mais je pense que ça n'a pas de prix. Puis sinon, cadeau comme tangible, mettons, de quoi de physique. Je pense que c'est la collection de livres que je vous parlais tantôt que Coach Saint-Julien m'a donné quand j'avais 16-17 ans. Lui, il partait du Québec, il déménageait en France, justement. J'ai eu la chance de le voir là-bas une couple de fois. Puis Steph m'a donné, quand il m'a donné sa collection, moi, ça a été dans des boîtes de carton pendant genre 8 ans. Je m'en suis jamais servi, puis pas que ça ne m'intéressait pas. Évidemment, c'est du foot, mais j'avais d'autres choses à faire. C'était pas dans les priorités. La journée où je me suis mis le nez là-dedans pour préparer ma saison en France, je me suis rendu compte à quel point c'était comme un cadeau inimaginable de sa part pour moi. Sans que lui le sache, je pense que je n'y ai jamais même dit, mais ça m'a donné un coup de main incroyable pour lancer ma carrière de coach. Puis j'en serai toujours reconnaissant. En parlant de livres, est-ce qu'il y aurait un livre sportif que tu aurais recommandé? Oui, c'est un livre de Mike Smith qui m'a été donné par un de mes joueurs en France. Ça s'appelle The Seven Seas. The Seven Seas to Build Culture ou quelque chose de même. Là. Je ne me rappelle pas du nom exactement. Je l'ai dans ma bibliothèque en bas. Là, mais... Puis c'est un livre qui parle justement de comment créer et maintenir une culture organisationnelle à travers un groupe, que ce soit dans une business ou dans une équipe de foot. Là, lui donne les deux exemples. Puis tu sais, c'est un livre que j'utilise encore aujourd'hui, puis que je réfère à encore aujourd'hui dans la manière que je vois les choses. Puis même dans mon recrutement, tu sais, c'est niaiseux, mais la meilleure manière de maintenir ta culture, c'est de choisir des gens qui ont les mêmes objectifs que toi. Comme ça, tu n'es pas obligé de les changer. Ils rentrent chez toi, puis ils ont les mêmes objectifs. Ils ont la même mentalité, la même philosophie. Fait que, quand tu recrutes un jeune, si tu n'apprends pas à le connaître, tu ne parles pas une couple de fois, puis tu n'es pas ben, c'est dur à dire. Fait que c'est peut-être un tricky un petit peu dans ce sens-là. Puis, au même titre, j'ai eu des jeunes cette année que je contactais qui ne te répondent pas, qui te répondent à moitié. Yo, coach, c'est un appel téléphonique. Hey, man, how you doing, dog? Là, tu dis, ouais, un peu, là, tu ne pourras pas jouer pour moi parce qu'on ne voit pas l'autorité et le respect de l'autorité de la même façon. Tu comprends? J'ai aucun problème avec aucune façon de parler dans le monde, là, je veux dire, mais tu sais, quand tu parles à quelqu'un qui est en autorité par rapport à toi, il y a une certaine façon de t'adresser qui est juste question de politesse, tu sais. Bref, c'est un exemple parmi tant d'autres que j'aurais pu te donner, mais ce livre-là m'a vraiment permis d'ouvrir mes horizons par rapport à ça, à bâtir une culture d'équipe et à la maintenir. Dernière question. Pourquoi un joueur défensif devrait aller à Lennox? Parce qu'on est reconnu pour avoir des défensives bonnes. On a toujours, à travers les années, tu regardes les stats de toutes les années, Lennox a toujours eu des défensives exceptionnelles. Puis, au jour d'aujourd'hui, au moment où on se parle, je pense qu'on va avoir un des très bons coaching staff défensivement qu'il y a au Québec, collégial. On a ajouté on avait déjà un très bon staff avec Vince et Yann qui ont gagné des bols d'or avec Lennox plusieurs fois. Puis on les a remplacés avec 2 gars qui sortent de l'université, un qui a joué pro, un qui a été All-Canadian. Le coach Eddie Lang qui a coaché 10 ans à l'université revient. Puis moi, ben, je n'ai pas joué pro, puis je n'ai pas coaché pro encore, mais la rigueur que j'apporte à travers ça, pour chapeauter le tout, je pense que
je pense très honnêtement qu'il n'y a pas beaucoup de programmes, pour ne pas dire pas de programmes, qui vont offrir le même style d'encadrement que nous, on offre d'un point de vue défensif. Puis si tu mixes ça avec ce qui se passe à Champlain en général, avec la vie étudiante et la vie scolaire, je pense que tu es dans un environnement pour réussir. Puis si tu veux te rendre au prochain niveau puis exceller, ben, je pense que Lennox, c'est la place à aller. Puis ce que j'ai dit aux joueurs quand je les ai recrutés, c'est la même chose que je te dis. C'est très, très humblement ce que je te dis. Il y a des bons coachs partout. Puis regarde, Vieux vient de perdre Denis qui s'en va à l'Université de Montréal. Puis Denis, il m'a influencé. Puis c'est un coach exceptionnel. C'est pas pour prendre ou enlever d'un autre programme ailleurs. Mais je pense fermement qu'avec le quatuor qu'on a, nous autres, on a vraiment un staff qui est solide en place. Puis qui va permettre aux joueurs de se développer comme il faut. Puis d'arriver au prochain niveau prêt. Parce que la réalité, c'est ça. C'est qu'on est juste comme un step. Hein. Le collégial, c'est pas une finalité. Là. C'est un petit step avant d'aller à l'université. Pour un paquet de joueurs, l'université, ça va être la finalité, puis d'autres vont être chanceux et vont jouer au pro. Mais c'est cool de gagner des bols d'or, puis moi, je veux gagner à chaque année. Mais la réalité, c'est que si je gagne des bols d'or, mais que mes joueurs, quand ils sortent d'ici, ne sont pas meilleurs et ne sont pas capables de performer à l'université, ben, en quelque part, je n'ai pas vraiment fait ma job. Ouais. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'il faudrait qu'ils viennent chez nous, parce qu'ils vont être bien préparés. Ben merci d'avoir passé du temps avec nous, Max. Maxime, excuse-moi. Hein? Oh, Max, c'est bon, ça fait Max, c'est correct. Non, c'est ça, je me suis déjà mis à l'aise. Là. C'est bon. Non, mais écoute, merci d'avoir pris du temps de discuter avec nous. Je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir appris à te connaître, qui vont avoir apprécié à te connaître aussi. Tu es clairement quelqu'un d'extrêmement organisé, là, puis qui aime se préparer. Ça, c'est une chose qu'il faut retenir de cette conversation, c'est ça. Sinon, Pierre, je vous dis de quoi? Ben non, sérieux, c'était vraiment le fun. On a appris à connaître le foot en Europe beaucoup par Guillaume Rioux quand il a parlé il y a une couple de semaines, mais d'avoir le point de vue d'un coach, c'était super le fun. C'est un autre monde, mais en même temps, c'est le fun de savoir que ce monde-là, il existe puis que c'est une possibilité aussi pour des gars comme tu l'as fait, là, d'aller vivre ça. Mm-hmm. Puis tu nous confirmes aussi que le foot au Québec est en santé. Puis ça a été le fun aussi d'avoir ton point de vue sur ta saison, ta première saison au niveau collégial avec Lennox. Là. On l'avait réalisé en parlant à JF Jonca que ça n'avait pas été une saison facile. Non. Mais ça peut juste être bon pour un développement de coach aussi. Là. Fait que, c'était super intéressant, vraiment. Merci pour la tribune. Merci beaucoup pour votre temps aussi. Continuez ce que vous faites, c'est écœurant. Pour vrai, je vous l'ai dit en commençant, mais moi, je les écoute toutes, puis je vais continuer à les écouter. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis même, c'est juste d'apprendre comment les autres voient les choses, puis comment eux sont dans leur situation. C'est vraiment cool pour le commun des coachs au Québec. Puis vous faites une super job, c'est vraiment cool. Merci. C'était le fun de le faire avec quelqu'un qui les avait écoutés depuis le début. Là. Ça aussi, c'est vraiment super le fun. Voilà. Ils vont pas arrêter. Fait que c'est ça. Maxime Chaput-Dupuis, coordinateur défensif des Cougars de Champlain-Lennoxville. Merci beaucoup. Merci.